Bonjour et bienvenue à tous. Donc, je suis Frédéric Ledan du CRT Occitanie et je suis accompagné aujourd'hui par Guillaume Moulin des Folies Web. Je laisse d'ailleurs se présenter, Guillaume. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Donc moi c'est Guillaume, je suis responsable éditorial chez FoliWeb et je vous en dirai un peu plus après, mais pourquoi je suis là aujourd'hui, même parce que j'ai une expertise en marketing digital, je suis un peu couteau suisse du marketing digital et aujourd'hui on est là pour parler d'influence. Et donc voilà, je vais vous en dire plus pendant l'heure qui suit évidemment. Voilà. Alors effectivement, le sujet d'aujourd'hui, c'est les influenceurs dans le tourisme. Donc c'est un atelier qui s'inscrit en fait dans une série, hein, pour ceux qui ont l'habitude, vous le savez, le CRTL organise une série d'ateliers et de tutoriels sur différents sujets et en particulier celui de la visibilité sur le web. D'ailleurs, parmi les prochains ateliers, qui sont un petit peu en lien avec l'atelier d'aujourd'hui, on en aura un le 12 décembre sur les réseaux sociaux avec Google Atelier numérique, comment créer du contenu performant pour les réseaux sociaux. Il y en aura ensuite un autre le 4 janvier, comment réaliser des vidéos performantes pour le web avec son smartphone soi-même. Donc là, c'est Hervé Leclerc, un photographe, et vidéaste et pilote de drone qui animera cet atelier. Bon, en attendant, celui d'aujourd'hui, donc, c'est sur les influenceurs. Alors pourquoi? Parce que vous êtes nombreux à nous poser des questions sur le sujet. Beaucoup de questions. Par exemple, est-ce que c'est juste un phénomène de mode ou un support de communication qui va devenir incontournable et qu'il faut prendre au sérieux? Est-ce que c'est pour mes clients ou est-ce que c'est juste pour des ados ou est-ce que c'est aussi pour des clients plus âgés? Est-ce que c'est seulement pour des lieux très instagrammables, par exemple un hôtel 5 étoiles aux Seychelles, ou est-ce que tout le monde est concerné et est-ce que moi, mon hébergement ou mon produit, mon activité peut aussi être concerné par les influenceurs? Comment est-ce qu'on trouve les influenceurs efficaces et abordables? Comment on gère l'accueil des influenceurs? Par exemple, est-ce qu'ils peuvent venir accompagner? Est-ce qu'il y a des contrats? Comment ça se passe? Et puis, comment on fait pour que ce soit pas seulement pour se faire plaisir ou pour animer une communauté sur les réseaux sociaux, mais pour que ça génère des réservations ou des ventes? Alors, bref, beaucoup de questions donc auxquelles on va essayer de répondre. On va aussi essayer de répondre à toutes les questions que vous allez nous poser pendant l'atelier. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez vu, vos caméras et vos micros sont fermés. Vous pouvez utiliser le fil de discussion à tout moment pour nous poser une question sur ce dont on est en train de parler ou sur le sujet en général. Moi, je poserai votre question à Guillaume. Donc, j'aurai toujours un œil sur le fil de discussion et on répondra pas forcément au moment où vous la posez, hein. Peut-être parfois la réponse arrivera plus tard parce que je vais les regrouper. On va essayer de faire ça de manière pratique et peut-être qu'on répondra à votre question un petit peu plus tard dans l'atelier au moment où on traite le sujet. Et puis on se donnera de toute façon un temps à la fin aussi pour d'autres questions. Voilà. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de vraiment démarrer, je voulais juste partager deux petits sondages avec vous pour essayer de vous connaître un peu mieux et pour orienter aussi un petit peu le débat. Donc premier sondage, hop, je le lance. Vous voyez normalement, il apparaît sur votre écran. Alors il y a deux questions hein, au total. Donc la première question c'est où est-ce que vous en êtes par rapport aux influenceurs? Est-ce que vous en avez déjà accueilli? Est-ce que vous envisagez à court ou moyen terme de commencer à travailler avec des influenceurs, ou est-ce que vous êtes là seulement pour avoir plus de connaissances sur le sujet? Voilà, il y a déjà pas mal de gens qui ont répondu. On est à 66% de réponses. Je vous laisse encore un petit peu de temps avant de le clôturer cette question et d'afficher les résultats. On a 78% de réponses. Bon, c'est significatif. 81%, 83%, il y a encore des gens qui répondent, alors je vous laisse encore un petit peu de temps. 86%, 32 sur 37, 33. Allez, 89%, on va considérer que tout le monde a répondu. Donc j'affiche le résultat. Vous devriez normalement le voir s'afficher. Donc, c'est simple, un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers d'entre vous, Ça va faciliter la tâche. voilà, vous avez déjà accueilli quand même pour 36% d'entre vous des influenceurs, donc vous avez déjà une expérience. Alors, c'est pas impossible que si vous souhaitez témoigner, vous pouvez le faire vous pouvez le faire dans le fil de discussion. On pourrait même vous donner la parole, mais je pense qu'on manquera de temps pour ça. Mais n'hésitez pas en tout cas à nous dire si vous avez des témoignages que vous souhaitez faire. Voilà, en tout cas, j'arrête le partage de cette première question et je vais lancer le deuxième sondage. Hop, retour, sondage 2, lancé. Voilà, vous devez voir normalement la question qui s'affiche. Donc, c'est les principaux freins
les incertitudes que vous pouvez avoir pour travailler avec des influenceurs. Donc là, vous pouvez répondre à plusieurs, vous pouvez cocher plusieurs cases, hein. Soit vous avez un jugement négatif sur le principe de suivre un influenceur et acheter ce qu'il vous montre. Je vois que j'ai pas encore de réponse. Vous voyez bien le sondage s'afficher? Oui, ça y est, ça arrive. Donc, soit voilà, vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée qu'on puisse suivre un influenceur et acheter ce qu'il propose, soit vous avez l'impression que votre produit, eh ben, il est pas fait pour ça, il se prête pas à une mise en avant par les influenceurs, soit c'est la clientèle, votre clientèle qui, vous avez l'impression qu'elle n'est pas sensible à ce genre de choses, la crainte de ne pas rentabiliser cet investissement, ne pas savoir comment, quels influenceurs contacter, comment ça fonctionne. Voilà, j'ai déjà 73% de réponses, donc je vais bientôt, 76%, on va bientôt mettre fin à cette deuxième question. Ah, les réponses sont un petit peu plus contrastées. Allez, on a 84% de réponses. Allez, je mets fin au sondage, donc j'affiche les résultats. Voilà, vous devriez le voir normalement. Donc, 18% ont un jugement négatif par rapport à ça. Alors, on va en parler un petit peu. Le sentiment que votre produit se prête pas à ça. Pourquoi? On va essayer de décrypter tout ça. Le sentiment que c'est pas pour votre clientèle, pareil. La crainte de, alors voilà, les deux retours les plus forts qu'on a, c'est sur la crainte de pas rentabiliser cet investissement. Donc ça, c'est important. On va vous donner une méthodologie, des outils, justement pour éviter de jeter l'argent par les fenêtres et que ce soit un investissement pour rien. Et puis ensuite, pas savoir comment ça marche. On vous donnera aussi quelques astuces sur le fonctionnement, comment les trouver, le fonctionnement des influenceurs. Voilà, c'est fini pour les sondages. Bah, écoute, Guillaume, je vais te laisser la parole maintenant. C'est à toi de jouer. Donc moi, je vais fermer ma caméra. Je suis toujours là. Et ne vous inquiétez pas, je garde un œil sur vos questions dans le fil de discussion. Super, merci beaucoup Frédéric. Bon, alors j'ai plus accès au chat, là je le vois plus à l'instant T, mais ça va revenir de toute manière. C'est toi Frédéric qui me passera les questions. Donc rebonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous ont rejoints là dans le Zoom actuellement. Désolé, je perds mes mots. Donc je vous ai dit, moi c'est Guillaume, je suis un peu couteau suisse du marketing digital. Je bosse pour les Folies Web. Avant j'ai bossé en agence de relations presse à Paris pendant mes études notamment. Ensuite j'ai bossé en agence de web marketing. J'ai créé pas mal de contenu pour tout un tas de clients qui étaient des indépendants, des TPE, des PME. Et depuis quelques temps, du coup, je travaille chez FolieWeb. Et qu'est-ce qu'on fait chez FolieWeb? On fait des ateliers et des webinaires gratuits partout en France, sans doute un peu par chez vous en région Occitanie, beaucoup en région parisienne, à Lyon. Moi, je suis même moi-même à Lyon, mais aussi à Nantes et un peu partout en France. Et nos thématiques de prédilection, c'est tout ce qui va être présence en ligne et marketing numérique, évidemment, avec un enjeu, c'est rendre accessible ces questions du marketing numérique au plus grand nombre, mais notamment aux petites entreprises qui sont parfois un peu plus en retard que les grosses pour des raisons de moyens et de compétences. Et donc, on est heureux de partager nos savoirs avec vous. Et aujourd'hui, donc, on va parler de tourisme, d'influence, de marketing d'influence pour être plus précis. L'idée, c'est de repartir un petit peu des bases et vous donner les clés. J'ai vu qu'il y avait du coup un tiers d'entre vous qui avaient déjà accueilli des influenceurs dans leur établissement. Peut-être que vous êtes là aujourd'hui pour en savoir un peu plus, pour essayer de voir si vous pouvez aller plus loin. Peut-être que vous avez une expérience négative avec ces influenceurs et du coup, vous savez pas trop si c'est quelque chose d'efficace pour vous. Je vais essayer de vous donner les clés, voilà, pour bien démarrer ou repartir du bon pied avec le marketing d'influence. Je vais commencer déjà par vous dire un truc passionnant, c'est que hier j'animais un webinaire avec Béatrice de Monti, qui est la fondatrice de Merci Maman. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le tourisme. C'est une marque de bijoux personnalisés qui a été créée il y a 16 ans. Et donc en 2007, quand Béatrice elle s'est lancée, elle a dit bon, je vais pas me lancer sur les réseaux sociaux, ça me servira à rien. Et finalement, 2 ans après, elle a changé d'avis. Et depuis, elle communique énormément sur les réseaux sociaux avec son équipe. Si je me souviens bien, elle fait 70% de son chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux et notamment grâce au marketing d'influence. Alors aujourd'hui, c'est une boîte qui fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc évidemment,
c'est conséquent, elle peut se permettre d'avoir des dépenses conséquentes dans le marketing d'influence. Mais on va voir aussi au long de ce webinaire que bah, c'est pas qu'une question d'argent le marketing d'influence, parce que vous pouvez travailler aussi avec des influenceurs qui vont vous coûter finalement assez peu d'argent. Alors certes, ça va vous obliger sans doute à les accueillir dans vos établissements respectifs pour ceux qui sont propriétaires de gîtes, de campings, d'hôtels, etc., etc. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller viser des influenceuses comme Lena Situation, par exemple, pour avoir de la visibilité et avoir du résultat, surtout dans vos activités respectives. Donc ça, c'est le premier message que je voulais vous lancer. Les folies web, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vous l'ai dit, des ateliers, des webinaires. Et pourquoi c'est gratuit? C'est parce qu'on a des partenaires co-organisateurs, et dont un qui est extrêmement important, c'est l'AFNIC, c'est l'association qui gère les noms de domaine en .fr en France, et en fait qui reverse une partie de son chiffre d'affaires, comme c'est une association, à des actions de sensibilisation au numérique, et notamment auprès des entreprises, mais aussi des particuliers. Et notre deuxième partenaire co-organisateur, c'est NoCamino, qui est une agence de web marketing. Si ces deux entités, en tout cas, vous intéressent, vous pourrez aller les voir. Je vais vous le donner un lien à la fin de cette présentation sur lequel vous pourrez télécharger le support PDF que je vous présente maintenant et sur lequel notamment vous aurez accès à un lien vers la ressourcerie FolioWeb dans lequel vous avez des outils que je vous aurais présentés aujourd'hui, mais aussi nos partenaires si ça vous intéresse d'aller les voir. Voilà, j'en dis pas plus sur le sujet FolioWeb puisque c'est pas l'objet de ce webinaire et j'imagine que vous voulez en savoir beaucoup sur le sujet de l'influence. Voilà, mais en tout cas, pensez bien avant de partir. Je vais essayer de vous remettre le lien si j'arrive à accéder à la discussion. Je vous mets le lien tout de suite vers le questionnaire de satisfaction. Comme ça, voilà, comme c'est un nouveau thème pour nous, vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé et surtout, vous pourrez recevoir le PDF que vous avez à l'écran. Posez bien donc vos questions dans le chat. Frédéric vous l'a dit, il va faire le modérateur tout au long de cette session. Il me les transmettra un peu en cours de route. Et si on peut pas répondre à tout à l'instant T, parce que parfois ça coupe un peu dans la dynamique, on y répondra à la fin. On va essayer de se garder 30 minutes justement pour pouvoir répondre à vos questions, à vos problématiques. Et donc parmi vous, pour ceux qui ont fait de l'influence, moi ça m'intéresse dans le chat que vous mettiez si oui ou non vous avez vu du résultat finalement, si ça vous a permis d'attirer plus de touristes dans vos établissements, par exemple, ou si pas du tout, justement, ça n'a pas marché pour vous, parce que ça va me permettre aussi de positionner un peu mon discours. Si vous me dites tous, bah, ça a marché, forcément, bon, bah, je serais très content pour vous. Si vous me dites ça n'a pas marché, on se dira, ah, bah, il y a peut-être des choses à améliorer et ça va peut-être m'aider aussi à vous donner des bonnes réponses. Donc, en tout cas, des réponses utiles par rapport à vos problématiques. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous faire remonter un petit peu tout ça. C'est super intéressant. Allez, on attaque. Du coup, j'ai pas l'heure sous les yeux, mais on va dire que je l'ai. 14h14, ça y est, c'est bon. Le marketing d'influence, de quoi parle-t-on? Là, je repose un petit peu les bases. Évidemment, on enfonce une porte ouverte parce qu'aujourd'hui, l'influence, on en entend énormément parler. Et bien souvent, en fait, on en entend parler en mal en se disant, bah voilà, c'est les influenceurs qui se font beaucoup d'argent sur le dos, soit des marques, soit de leurs pauvres abonnés. Et une fois qu'ils ont beaucoup d'argent, ils partent s'installer à Dubaï, ils profitent sur la plage et ils bossent pas réellement. Aujourd'hui, le statut d'influenceur, en France, en tout cas, il a été encadré, c'est une profession à part entière, un peu comme un responsable marketing, un responsable de com ou un journaliste. Alors c'est une fonction très commerciale et publicitaire évidemment, mais aujourd'hui c'est un métier à part entière, il est encadré par la loi. Et d'ailleurs toutes les communications commerciales réalisées avec des influenceurs et dans le cadre de campagnes de marketing d'influence doivent être signifiées comme telles auprès des utilisateurs et des abonnés sur les réseaux sociaux. Donc il faut bien avoir ça en tête. Aujourd'hui le marketing d'influence n'est pas juste quelque chose dont on parle avec des gens qui abusent, qui respectent pas finalement leurs abonnés qui partent à l'étranger. C'est vraiment un métier. Et ce métier, en fait, il se base sur quoi? Il se base sur des créateurs de contenu, essentiellement aujourd'hui sur Instagram et sur YouTube, mais il y en a aussi sur les autres réseaux sociaux. C'est pour ça que je trouve restrictif et réducteur de se dire que aujourd'hui le marketing d'influence n'est que sur Instagram. Mais donc, ce sont des créateurs de contenu à la base qui allaient sur les réseaux sociaux pour se faire plaisir, pour partager des choses avec leur communauté, plus ou moins grande dans un premier temps, qui ont réussi du coup à constituer une communauté fidèle et engagée auprès, avec les contenus qu'ils créent. Donc, pour le cas de Lena Situation que j'évoquais tout à l'heure, elle a fait de la vidéo, notamment sur YouTube, et elle partageait sa vie sur YouTube, et donc elle a réussi à fédérer une communauté de jeunes de son âge autour d'elle. Aujourd'hui, cette communauté est tellement grande qu'on va la considérer comme une influenceuse puisque elle a un impact fort auprès des gens qui la suivent. Et quand elle parle et quand elle s'exprime et qu'elle dit bah, j'ai bien aimé telle pizza de tel endroit, nécessairement,
les gens qui sont en proximité de cet endroit-là vont avoir tendance à aller tester la pizza. Donc, voilà, l'influence, en fait, c'est l'idée d'aller utiliser la crédibilité et la notoriété d'une star du web, pour faire simple, pour promouvoir une marque, un produit ou un service spécifique. Et dans l'idéal, quand on fait ça bien, l'enjeu, c'est d'aller toucher une cible qui correspond à votre cible de clientèle, à vous en l'occurrence, et qui correspond a priori aux abonnés de la personne à qui vous avez confié une campagne d'influence. Si vous souhaitez toucher des gens de 40 ans, mais que vous faites une campagne d'influence, et on en parlera juste après, avec une influenceuse comme Lena Situation, qui a priori touche davantage des jeunes entre 16 et 25 ou 30 ans, nécessairement, vous n'adressez pas le message à la bonne personne. Donc c'est normal derrière d'avoir assez peu de retours finalement, ou en tout cas d'avoir des retours, mais qui ne sont pas extrêmement qualitatifs. Donc c'est extrêmement important, et on va le voir juste après, mais d'être bien raccord sur les gens que vous souhaitez atteindre et que vous souhaitez toucher, à qui vous souhaitez vendre vos produits, vos services, et les gens avec qui vous faites ces campagnes de marketing d'influence, puisqu'en fait, tout se base sur l'audience, les abonnés des gens avec qui vous allez travailler. Ça, c'est extrêmement important. Et alors avant, les publicités, avant qu'on parle de marketing d'influence et notamment des réseaux sociaux, on s'appuyait sur des stars du cinéma, des stars de la musique, évidemment, pour faire des campagnes. On a vu pas mal de publicités pour des banques, pour des voitures. Voilà, c'était une publicité Peugeot, je crois, à l'époque, ou Citroën. Mais c'était Citroën avec Claudia Schiffer, par exemple. Bon, avant, on payait des stars pour faire la promotion de son produit ou de son service. Aujourd'hui, on peut encore le faire, mais on va plutôt travailler avec des influenceurs parce qu'ils sont un, beaucoup plus accessibles, et deux, en fait, ils ont davantage tendance à se mettre en avant, là où aujourd'hui, des personnalités très, très célèbres, notamment de l'univers artistique, auront un peu plus de difficultés et de mal, en tout cas, et moins la volonté de se mettre en avant avec telle ou telle marque. Voilà. Là où les influenceurs, c'est leur métier, donc ils sont beaucoup plus ouverts pour faire ce genre de communication. Alors, pourquoi on collabore avec des influenceurs? Je vous l'ai déjà dit, c'est un, s'appuyer sur leur notoriété à eux, hein, puisque quelqu'un qui a 1 million d'abonnés ou 2 millions d'abonnés, ou même quelqu'un qui a 5000 abonnés, là où vous, votre page Instagram, ou votre page Facebook, ou votre compte LinkedIn, ou votre page YouTube n'en a que quelques centaines, ou voire quelques dizaines, effectivement, vous allez pouvoir vous appuyer sur la notoriété de quelqu'un qui a une grosse communauté, dans l'espoir derrière, soit de faire des ventes, et en général, c'est quand même l'objectif numéro un, faire des ventes, soit en tout cas d'acquérir une notoriété supplémentaire auprès de gens que vous ne pouviez pas toucher jusqu'alors. En influence, on dit qu'il y a deux grands objectifs. Ça va être la visibilité et la notoriété et les ventes. Vous pouvez faire les deux en même temps, mais souvent, du coup, on utilise les influenceurs plutôt pour avoir de la notoriété et ensuite, dans un deuxième temps, espérer avoir des ventes. Mais c'est vrai que quand on est une petite marque, notamment, du coup, quand on n'est pas Dior ou Chanel, évidemment, la première étape, c'est déjà de se faire connaître, que les gens entendent parler de vous, et ensuite sur d'autres campagnes de marketing d'influence et ou des campagnes de publicité, comme les gens vous connaissent, qu'ils ont déjà entendu parler de vous, ils seront plus sensibles et plus enclins à acheter votre produit ou votre service. Et en l'occurrence, pour chez vous, à réserver un séjour dans votre établissement. C'est aussi s'appuyer sur un lien de confiance qui est tissé entre les influenceurs et leur communauté. Et c'est pour ça, on le verra juste après, que c'est essentiel de trouver des influenceurs qui sont authentiques et qui n'ont pas à la fois gonflé leur chiffre d'abonnés en allant payer des publicités, en allant faire appel à des gens au fin fond de la qui vont venir gonfler leur nombre d'abonnés, mais qui du coup ne sont pas des abonnés réels. Puisque ce qui est intéressant, c'est les influenceurs qui sont partis de rien et qui ont construit leur notoriété et leur communauté, c'est qu'ils ont créé des contenus pertinents qui parlent à leur cible et à leur audience. Et ce qui fait que l'audience était habituée à lire, découvrir des contenus de qualité. Elle se sent concernée par les messages qui sont portés par l'influenceur. Et donc, par ce sentiment d'être concerné, il y a un lien de confiance qui se crée. Et on se dit, ah bah oui, elle a testé ce produit avant même qu'on lui ait offert ou qu'elle ait eu une collaboration commerciale. Elle testait déjà des produits par elle-même et elle nous faisait son retour. Et donc, je peux avoir confiance en cette personne qui nous a dit, voilà, je vous donne des tips pour aller à tel et tel endroit en voyage, c'est super, on est allé en famille le week-end dernier. Forcément, les gens ont davantage confiance en lisant ce genre de contenu que quand on leur met une publicité sous le nez, qu'ils n'ont jamais entendu parler de la marque et que c'est surtout, il n'y a pas ce côté humain. L'autre point, du coup, c'est l'authenticité, j'en parlais un petit peu, et la proximité.
en fait. C'est l'aspect humain, justement. Les influenceurs, ils ont tendance à s'exprimer à leur communauté avec de la story, par des photos, avec du texte, des messages, ils répondent, ils font de la relation humaine, finalement. C'est aussi le propre du réseau social, là où la publicité classique ou un article de blog ou un site internet vont être beaucoup plus froids. Et donc cette chaleur humaine, c'est un peu comme un commercial dans un magasin, finalement. Quand on vient vous voir pour essayer de vous vendre quelque chose, ou en tout cas pour vous expliquer comment ça fonctionne ou quel intérêt vous allez prendre, vous avez plus de chances de l'acheter que si personne ne vient vous voir et qu'on vous laisse seul avec vous-même pour faire votre choix. Et enfin, du coup, il y a la question du ciblage précis, j'en parlais. Aujourd'hui, chaque influenceur a une communauté spécifique. Il y a des influenceurs qui ont des communautés, des audiences communes. Il y en a qui se recroisent, hein. Évidemment, c'est pas rare d'avoir dans son téléphone plusieurs comptes Instagram de plusieurs influenceurs et d'en suivre plusieurs en même temps. Et donc, ce qui va être intéressant pour vous, en tout cas, c'est de dire, bah, voilà, je sais précisément qui je veux toucher, donc je vais aller chercher plutôt ce groupe-là d'influenceurs, ces influenceurs, et je vais travailler avec ceux-là plus particulièrement qu'avec d'autres, parce que ça va me permettre de toucher in fine ma cible. Ça, c'est important. À ce sujet, justement, Frédéric. il y a une question de Lysandra qui se demandait si c'est très judicieux de choisir des influenceurs qui ont une cible différente, justement, de son public cible. Alors ça, c'est un choix marketing, en fait, plus qu'un choix d'influenceur. Et ben c'est en fait c'est ça peut être intéressant effectivement si à la fin vous avez enfin vous pensez et vous savez que la cible de l'influenceur, l'audience de l'influenceur peut être cliente chez vous. Parce qu'effectivement, si je sais pas, il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui sur YouTube. Je vois mon petit cousin qui a moins de 10 ans, ou il a 10 ans, il passe sa vie sur YouTube. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il suit des influenceurs, mais bah voilà, toucher une audience de gamins de 10 ans ou de moins de 18 ans, globalement, ça va pas vous intéresser parce que vous allez rien leur vendre. Voilà. Alors après, ils pourront éventuellement être prescripteurs de votre marque. Ça va être le cas notamment pour des destinations touristiques. Là, je vais citer les parcs d'attractions par exemple, mais des destinations touristiques sur lesquelles les enfants auraient très envie d'aller. Effectivement, vous pouvez toucher des gens des influenceurs qui s'adressent à ces jeunes communautés dans l'espoir que les gamins en parlent à leurs parents et derrière que les parents craquent et achètent effectivement chez vous, réservent un séjour chez vous. Mais dans l'idéal, en tout cas, on peut aller vers une cible différente de celle qu'on a déjà sur ses propres réseaux sociaux. Ce qui va être important, en tout cas, c'est de s'assurer que la cible qu'on va toucher in fine est la bonne cible par rapport à l'enjeu commercial derrière et à l'enjeu de notoriété. Parce qu'être connu par des gens qui n'achèteront pas, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Donc je pense que ça répond à la question, a priori. Et après, il y a aussi un autre sujet, c'est faire attention à pas avoir non plus un grand écart dans la cible, parce que notamment quand on communique sur Instagram, les influenceurs en général mentionnent la marque, la page de la marque, la page de votre entreprise dans leur campagne de communication. Ce qui fait que, a priori, leur audience va cliquer quand même sur votre nom de marque pour aller découvrir ce que vous faites. Et s'il y a un décalage trop grand, notamment dans le ton de la communication et le ciblage, et qu'ils ne se reconnaissent pas dans votre communication plus classique et habituelle sur les réseaux sociaux, ils vont se dire, ah bah non, finalement, c'est pas fait pour moi. Exemple, vous êtes une destination touristique qui s'adresse plutôt à un public de seniors. Vous voulez élargir quand même et aller toucher des gens plus jeunes. Alors c'est un peu tiré par les cheveux comme exemple, mais ça vous donne. Mais si ces gens jeunes cliquent sur votre compte Instagram, mais qu'il y a que des personnes avec des têtes blanches qui sont certes très heureuses d'être dans votre établissement, mais qui du coup correspondent pas à la cible que vous avez touchée in fine, vous allez avoir du mal à vendre. Et donc l'influenceur à la fin, quand il va faire le bilan de sa campagne, il va dire bah ouais, j'ai eu tant de clics, tant de vues sur ta campagne, ça a plutôt bien marché. Et vous, quand vous allez faire vos comptes à la fin, vous allez dire ouais, mais non, derrière, j'ai peu de réservations sur mon site. C'est normal en fait parce qu'il y a un décalage trop grand entre les cibles. Donc il faut trouver le juste milieu finalement pour avoir des cibles qui soient quand même assez cohérentes et pas essayer de faire des grands écarts. Et souvent, on se rend compte dans tous les cas, dans le business d'une manière générale, que on peut avoir une cible très large, mais il y a toujours un cœur de cible très spécifique qui aura tendance à avoir un panier moyen plus élevé et qui sera plus enclin en tout cas à dépenser ou à dépenser plus sur votre site, notamment si vous avez de la réservation en ligne. Voilà. On a d'autres questions dans le chat. Alors en fait, c'est plus des témoignages, hein, justement, sur des gens qui ont accueilli des influenceurs et qui n'ont pas vu tellement de retours, à quelques exceptions près. Une question aussi de Nadège sur le comportement des influenceurs qui peuvent éventuellement annuler leur venue au dernier moment, etc. On va pas y répondre tout de suite parce qu'on parlera plus tard des contrats, mais c'est bien enregistré cette question. En attendant, je te propose de reprendre le fil. Allez, on reprend le fil, il n'y a pas de souci. Globalement, pour ceux qui sont encore sceptiques
sur le marketing d'influence de manière générale. Il y a une étude intéressante qui a été faite par le blog du modérateur et Stellar, donc qui sont un peu des références, en tout cas le blog du modérateur dans l'univers du marketing numérique. Mais en gros, pour les agences et les entreprises qui lancent des campagnes de marketing d'influence, globalement, voilà, vous en avez plus de la moitié qui lancent entre 1 et 5 campagnes de marketing d'influence par an. Ce qui m'amène en fait à vous dire que si vous vous lancez dans le marketing d'influence, faut pas faire juste une campagne un jour comme ça pour tester et voir ce que ça donne. Alors, vous pouvez le faire pour tester, mais en fait, si vous voulez avoir de la pérennité dans votre activité, dans vos réservations, etc., la bonne pratique, c'est de démultiplier les campagnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut en faire 20 000, évidemment, mais c'est potentiellement travailler avec plusieurs influenceurs ou avec un même influenceur, mais plusieurs fois dans l'année, pour essayer en fait de diffuser votre message et votre image sur du long terme et pas juste sur un one shot. Évidemment, il y a des secteurs d'activité. Alors c'est pas trop le cas. Ben, si c'est un peu votre cas. Si vous êtes en région Occitanie, j'imagine que votre saison phare, du coup, c'est davantage l'été, ce qui est assez logique. Et la mer, pour autant, bon, j'imagine qu'il y a les Pyrénées pas loin non plus, donc on peut aussi imaginer des choses à la montagne, mais dans tous les cas, vous pouvez faire des choses, effectivement, les concentrer sur votre calendrier par rapport à des périodes clés dans l'année sur lesquelles vous savez que vous avez des enjeux à accroître vos réservations, ou même à l'inverse, d'ailleurs, vous pouvez vous mettre sur des périodes plus creuses, justement pour communiquer pendant les périodes creuses, en essayant d'attirer du monde en dehors des saisons hautes, par exemple. Mais dans tous les cas, voilà, ce graphique me paraissait intéressant pour dire, aujourd'hui, les professionnels, d'une manière générale, qui lancent des campagnes, en lancent plusieurs dans l'année, entre 1 et 5. Il y en a aussi entre 5 et 10, mais voilà. Globalement, on lance pas une campagne. Et l'essentiel, on lance plusieurs campagnes dans l'année. Et les secteurs concernés, parce que ça, c'était une question que Frédéric m'avait posée quand on a préparé ce webinaire, parce que je vous ai dit, vous avez la primeur, hein, c'est un tout nouveau webinaire qu'on fait chez FolioWeb. Mais les secteurs concernés sont très variés et ça va dépendre, en fait, si on plutôt aux agences de marketing ou plutôt aux annonceurs, donc aux entreprises directement. Mais globalement, vous voyez, bah, d'un côté, il y a 25% qui font du marketing d'influence dans l'univers du transport, du tourisme et du voyage. Et de l'autre côté, chez les annonceurs, ce qui est assez logique, vous êtes moins nombreux, vous n'êtes que 5% à faire. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit d'abord que faire du marketing d'influence, c'est un métier à part entière et que bien souvent, c'est bien de se faire accompagner par des agences ou par des indépendants qui peuvent vous accompagner dans la création de vos campagnes de marketing d'influence et qui vont, eux, se charger d'aller démarcher les influenceurs, etc. C'est pour ça qu'on a un décalage entre le nombre de campagnes lancées du côté des agences et du côté des annonceurs, évidemment. Mais en tout cas, l'autre truc que ça traduit, c'est qu'aujourd'hui, le marketing d'influence, il sert dans tous les secteurs d'activité globalement. On en voit même, là, on parle beaucoup de B2C, donc de s'adresser à des particuliers, mais aujourd'hui, on fait même de l'influence sur LinkedIn entre professionnels. C'est-à-dire, tiens, j'ai découvert tel logiciel, tel outil qui me permet de gagner tant de temps au quotidien, je vous le conseille. Eh ben, il existe des influenceurs aujourd'hui sur LinkedIn qui font de la promotion pour des marques en B2B. Donc, c'est vraiment, tous les secteurs sont concernés, évidemment. Et je dirais, d'ailleurs, ces chiffres m'étonnent un petit peu, mais le tourisme et le voyage devraient d'ailleurs être presque tout en haut, finalement, de cette enquête, parce que c'est ce qu'il y a de plus vendeur visuellement. Il n'y a rien de plus vendeur que une jolie plage, une jolie destination ensoleillée, surtout dans la région Occitanie, a priori, même si ça manque un peu d'eau. Dans tous les cas, voilà, c'est vendeur. Et donc, visuellement, sur des réseaux sociaux comme Instagram, ça marche. Donc, ça, c'est plus facile, à mon sens, d'aller vendre un voyage en Occitanie que d'aller vendre une cocotte minute. Quoique. Mais en tout cas, voilà, vous voyez que tous les secteurs fonctionnent. Et ce qui est intéressant, c'est que, et ça, je l'ai rattaché pas mal à mon expérience avant en agence RP, justement, dans relations publiques, relations presse, quand j'étais à Paris, c'est que la frontière est fine entre travailler avec des journalistes, que eux, par définition, on ne va pas payer, puisqu'ils sont journalistes, donc ils sont impartials, avec un S, ou impartiaux, pardon, et des influenceurs que vous pouvez payer, mais c'est pas obligatoire, on va le voir juste après, évidemment. Mais l'influenceur vient là vraiment dans une démarche commerciale, publicitaire, marketing, là où le journaliste vient avec la notion d'informer son public et potentiellement de donner un avis, notamment quand on est sur du journalisme qui donne son avis. Je pense aux critiques culinaires, par exemple. Quand je travaillais à Paris, je travaillais beaucoup avec des restaurateurs et donc on invitait à la fois des influenceurs qui parlaient de leur expérience dans tel restaurant et qui avaient envie justement de faire venir leur communauté dans ces restaurants-là, et en même temps
des gens avec un peu plus de notoriété, hein. On avait des Perico-Légas qui est critique chez Marianne, par exemple, qui venait donner en fait son avis concret sur le restaurateur. Et là, qui vient en fait non pas avec une casquette d'influenceur, mais une casquette de personnalité référente et de journaliste. Donc, il apporte de la crédibilité là où l'influenceur va d'abord apporter de la notoriété avant la crédibilité. Donc, les deux en fait sont pas incompatibles. La frontière est fine, comme je vous disais. C'est juste que c'est des méthodes qui sont un petit peu différentes pour travailler sur ces sujets-là. Frédéric, je t'ai vu réapparaître, j'imagine qu'il y a une question. Oui, alors c'était plus un témoignage de la part du CRT, là, pour le coup, puisque Ah, au niveau du CRT, on accueille aussi des influenceurs, et parfois on en fait profiter des prestataires, des professionnels du tourisme. On a deux catégories en fait d'influenceurs, ceux qui viennent gratuitement ou ceux qu'on paye. Ceux qui viennent gratuitement, on les invite, bien sûr, tout frais payé, mais on peut rien leur demander en échange. C'est comme la presse, en fait, ils sont libres d'écrire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et ceux à qui il y a un contrat, ceux qui sont payés, et on leur demande en échange une prestation bien précise en termes de visibilité. La stratégie du CRT, elle a tendance à aller plutôt vers les accueils gratuits. Ça, c'est parce qu'on est une destination. On représente toute la région Occitanie. Quand on est à votre place, un prestataire d'activité ou un hébergeur, c'est peut-être plus facile de travailler avec les influenceurs dans le cadre d'un contrat pour mieux maîtriser les retours. Voilà, c'était juste le petit témoignage que je voulais faire. Et puis, il n'y a pas d'autres merci questions. Frédéric. Je t'en prie, il n'y a pas d'autres questions, mais allez-y, vous pouvez, quand vous voulez, faire des témoignages ou poser des questions dans le chat. Et du coup, pour revenir au sondage de tout à l'heure, j'ai vu, je me souviens plus du pourcentage, mais quelques-uns d'entre vous qui disaient qu'ils avaient un peu une méfiance, ou en tout cas un doute sur le fait que les gens suivent les recommandations des influenceurs. Bah, vous voyez, je vous ai mis un chiffre, 49% des consommateurs aujourd'hui s'appuient sur les recommandations des influenceurs. C'est énorme. Ça veut dire que la moitié des gens qui sont soumis, en tout cas des publications d'influenceurs, se laissent tenter, a priori. Donc c'est important d'avoir ça en tête et de vous dire il y a des opportunités. Et l'autre point, donc je mettais des petits logos de réseau, ce que je vous disais en introduction. En fait, l'influence aujourd'hui ne se concentre pas que sur Instagram. Certes, il y a beaucoup d'influenceurs sur Instagram, il y a aussi des choses sur TikTok qui se passent maintenant que vous n'avez peut-être pas encore testé, mais c'est un réseau social sur lequel vous allez pouvoir probablement demain vendre votre destination touristique. YouTube aussi, Facebook aussi, LinkedIn peut-être un peu moins, mais voilà, il y a plein de choses. Et donc voilà, l'influence, on va plutôt assimiler ça à de la publicité, enfin c'est de la publicité, là où les journalistes, ça va être de l'information. Même si j'ai une nuance à porter, notamment si on regarde le site du Bonbon, mais d'autres le font aussi, il y a aussi certains magazines, ou en tout cas organismes de presse en ligne, qui sont finalement devenus des médias plus que de la presse d'information, et qui vont vous vendre l'article. C'est souvent le cas chez le Bonbon. Pour avoir travaillé avec eux, je le sais bien. Globalement, voilà, si vous voulez qu'on parle de vous, il faut lâcher un petit billet, ce qui ne sera pas le cas sur les grands journaux classiques, évidemment. Bon, je ne vais pas m'attarder trop longtemps. Voilà, là, j'ai pris un exemple d'un restaurant à Paris. Alors, en l'occurrence, j'ai pas bossé pour ce restaurant, donc je ne connais pas l'exemple particulièrement. Mais c'est un exemple d'un restaurant qui a mêlé à la fois les relations presse et le marketing d'influence. Donc, on va retrouver des publications. C'était pour son ouverture au mois de mai dernier. Bah voilà, il a fait appel à plusieurs influenceurs et influenceuses. Alors, je vous ai pas tout mis parce que c'est énorme, hein. Il a fait appel à énormément de personnalités, notamment sur Instagram, qui ont parlé de ce restaurant. Et donc, on voit, et c'est ça qui va être intéressant pour vous, que c'est pas parce qu'on a énormément d'abonnés qu'on a énormément derrière de commentaires. Et surtout, bah, en fait, chez chaque influenceur, ça va varier. C'est ce qu'on va appeler le taux d'engagement. Et donc, j'y reviendrai un peu après. Mais c'est important pour vous, quand vous lancez votre campagne de marketing d'influence, avant de la lancer, en fait, au moment où vous choisissez votre influenceur, d'être bien conscient du taux d'engagement de l'influenceur que vous ciblez, c'est-à-dire est-ce que sa communauté est réactive, est-ce que sa communauté like et commente ses posts ou pas. Parce que plus le taux d'engagement va être élevé, plus vous avez de chances que leurs abonnés en fait cliquent sur les liens, viennent voir votre établissement, aillent sur votre site internet, etc. Et là, bah, l'exemple de gauche et l'exemple de droite, ou même celui du milieu, en fait, sont très parlants. Vous avez le Paris Foot d'Alex en plein milieu avec 331 000 abonnés et elle n'a que 4 000 commentaires sur sa publication. Là où Manger Parisien, qui est juste à droite, avec 103 000 abonnés, a plus de 13 000 commentaires sur sa publication. On ne parle pas de la publication de gauche avec juste 1000 commentaires pour 147 000 abonnés. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas choisir ces influenceurs avec des taux d'engagement plus faibles, parce que parfois, le taux d'engagement, il va varier selon les lieux qui sont promus, les objets, les produits, les services, évidemment.
Mais en tout cas, mon message est de dire, faites bien attention avant de vous lancer tête baissée et de considérer l'influence que par le prisme du nombre d'abonnés. C'est de dire, est-ce que finalement, ces gens parlent réellement à leur audience? Est-ce que leur audience leur rend et commente et like les publications? Et ça, c'est indispensable, en tout cas, quand vous souhaitez lancer une campagne de com et de marketing d'influence. Et donc là, la suite de l'exemple, c'est de dire, bon, voilà, il y a eu beaucoup d'articles, web ou papier en l'occurrence, qui ont été faits sur ce nouveau restaurant à Paris au mois de mai. Et donc, en fait, vous pouvez coupler vos campagnes à la fois de relations presse et de marketing d'influence. C'est-à-dire que si vous décidez d'inviter des influenceurs dans votre établissement, que ce soit un restaurant, un camping, un hôtel, un gîte, tout ce que vous voulez, sur votre destination, vous pouvez très bien inviter en même temps les journalistes. Chacun a des intérêts différents, évidemment. Chacun travaille d'une manière différente. Mais si vous souhaitez faire un événement, par exemple, parce que vous ouvrez un nouvel établissement, un nouvel endroit en France, parce que vous êtes propriétaire de plusieurs établissements, par exemple, rien ne vous empêche d'avoir une journée d'inauguration ou un week-end d'inauguration et d'inviter à la fois des influenceurs, à la fois des journalistes. Vous savez que vous allez avoir de la retombée, a priori, de la part des influenceurs puisque pour certains, ils seront payés pour ça, pour d'autres, c'est parce qu'ils seront heureux de partager ça avec leur communauté et de dire j'ai eu la chance d'être invité à tel endroit. Et pour les journalistes, il y a un vrai travail de relation presse, et pour le coup, c'est pas l'objet de ce webinaire, mais pour l'avoir fait, c'est un peu fastidieux. Le travail de relation presse qui consiste vraiment à décrocher son téléphone, à dire bon, je t'invite, est-ce que tu viens? Oui, non, oui, non, oui, non. Et ensuite à relancer le journaliste qui est venu pour lui dire bon, est-ce que tu vas faire ton papier? Oui, non, est-ce que ça t'a intéressé, etc. Parce que vous n'avez pas la garantie. C'est un peu ce que disait Frédéric tout à l'heure sur les influenceurs qu'on ne rémunère pas et pour lesquels on n'a pas de contrat. Si on ne fait pas un contrat, on n'a pas de garantie que la personne va rédiger quelque chose à notre sujet. Et donc, que ce soit pour des influenceurs qui n'ont pas de contrat ou des journalistes, eh ben, effectivement, on ne va pas avoir cette garantie-là. Et donc, derrière, il faut potentiellement relancer et rester en contact. Et donc, le marketing d'influence, ça demande aussi beaucoup d'humains et beaucoup de suivi de manière assez régulière si on veut avoir du résultat rapidement. Ça, c'est super important. Du coup, que dit la loi? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en introduction. C'est quelque chose d'encadré, le marketing d'influence. Aujourd'hui, tous les influenceurs sont tenus d'indiquer que c'est une collaboration commerciale dès lors qu'il y a une collaboration commerciale avec un contrat et qu'ils sont rémunérés pour promouvoir un produit ou un service ou une destination, en l'occurrence. Et si c'est pas une collaboration dans le sens il n'y a pas de contrat derrière, mais que le produit ou le séjour a été offert, ils sont aussi dans l'obligation d'informer qu'ils n'ont pas payé en fait ce séjour-là et que donc derrière il y a une marque qui les a sollicités pour promouvoir la marque. Ça c'est essentiel. Je vous ai mis un lien dans le chat. Il y a un petit guide qui a été fait par le ministère de l'Économie et des Finances qui encadre en fait le job d'influenceur, dans lequel en fait il y a toutes les recommandations. C'est plus une slide pour les influenceurs, mais ça doit aussi vous donner une indication. Si vous constatez qu'il y a des influenceurs qui ne respectent pas cette règle, je vous invite à ne pas travailler avec eux parce que potentiellement, ils vont se faire taper sur les doigts. Et notamment, on a vu là, quelques influenceurs dernièrement qui avaient des problèmes avec la justice justement parce qu'ils n'étaient pas honnêtes. Et en termes d'image, c'est pas terrible ni pour eux, ni pour vous. Donc, faites bien attention en choisissant vos influenceurs qui respectent la mention collaboration commerciale notamment. Et pour ce qui est des grands réseaux comme Instagram, Facebook, Twitter, même TikTok, et je crois même que LinkedIn le fait, on a la possibilité, quand on est influenceur, en tout cas, de mettre qu'il y a une collaboration commerciale et de l'indiquer automatiquement, en fait, en haut du poste. Ce qui fait qu'il n'y a pas de doute possible, ça respecte la législation et au moins vous êtes tranquille. Alors du coup, parce que là on a fait de la généralité, comment concrètement en fait vous allez choisir les bons influenceurs pour votre campagne d'influence? La première partie, c'est comme dans toute stratégie numérique, avant de se dire quels outils je vais choisir, avant de se dire qui je vais cibler, etc., c'est quels sont vos objectifs. Est-ce que votre enjeu, c'est d'augmenter votre chiffre d'affaires à l'année? Est-ce que votre enjeu, c'est d'augmenter votre chiffre d'affaires sur une période spécifique? En l'occurrence, est-ce que vous voulez potentiellement ouvrir votre établissement sur la basse saison ou à une période à laquelle vous avez moins d'activité? Est-ce que vous avez envie finalement de combler ce manque d'activité, en tout cas cette faible activité en faisant venir des personnes ou pas? Ça peut être un objectif. Est-ce que vous voulez finalement promouvoir un nouveau service ou quelque chose de nouveau dans votre établissement finalement, et que, du coup, vous avez un enjeu de notoriété en espérant finalement que des gens, soit qui vous connaissent déjà, soit des gens qui ne vous connaissent pas, bah, réservent quelque chose chez vous, un séjour chez vous par exemple, et prennent, j'en sais rien, la petite option en plus qui est dormir dans un arbre, plus avoir un massage, plus tel spa par exemple, etc., etc. Là où potentiellement
auparavant, juste par le biais de votre site internet, les simples réservations, les gens faisaient une réservation d'un séjour, voilà, sans vente additionnelle. Potentiellement, le marketing d'influence, mais pas que, la publicité aussi, peuvent vous permettre de faire connaître des prestations en plus et donc de vendre des choses en plus et donc d'augmenter votre panier moyen. Donc la base, en tout cas, c'est être au clair sur votre objectif, notamment votre objectif business, s'il y a un enjeu de générer du chiffre d'affaires. Et si l'autre enjeu, parce que je vous dis, il y a deux grands objectifs, c'est plutôt de la notoriété et de la visibilité. Mais en général, derrière ça, il y a quand même un objectif business, hein, parce qu'on ne veut pas être juste connu pour être connu. En général, on veut vendre. Mais du coup, c'est essayer de se dire, bah, voilà, la notoriété, euh, qu'est-ce que je veux avoir comme notoriété? En fait, est-ce que ça va se traduire par une augmentation de mon nombre d'abonnés sur ma Instagram? Et derrière, en fait, ça va me permet de pérenniser, moi, ma communication en organique, c'est-à-dire sans payer et sans faire appel à des influenceurs, en communiquant auprès d'une base d'abonnés qui sera abonnée à moi grâce aux influenceurs ou pas? Est-ce que vous voulez générer juste du trafic sur votre site internet pour que bah, du coup les gens connaissent votre site internet et se disent bah voilà ce site c'est un site référence en matière de tourisme dans le sud de la France, par exemple. Voilà, ça va vraiment dépendre de chacun de vos business. Alors, comme vous avez tous des activités un peu différentes, parce que le tourisme, c'est assez large, je peux pas vous donner un exemple très précis, mais voilà, il faut être bien raccord sur vos objectifs. Et ensuite, en fait, de ces objectifs, vous allez pouvoir définir quels vont être les bons leviers de communication. Est-ce que ça va être de l'influence? Est-ce que ça va être de la publicité? Est-ce que ça va être du référencement naturel? Est-ce que ça va être des campagnes d'emailing? Est-ce que ça va être de l'affichage? Voilà, tout un tas d'autres choses, évidemment. Et surtout, de ces leviers, vous allez pouvoir ensuite définir des indicateurs précis qui vont vous permettre de mesurer l'atteinte de ces objectifs. Et ça, c'est essentiel. Parce que dire, bah voilà, je vais faire une campagne avec un influenceur et je lui donnerai un code promo, bon, bah, c'est très bien. Mais si vous vouliez juste de la visibilité, c'est pas forcément ça le bon indicateur pour vous en termes de réussite. Frédéric. Et on a déjà dans le fil de discussion des noms qui sont donnés d'outils. Et merci à tous pour votre participation. Et puis une question de Marion qui demande si elle peut avoir des noms d'influenceurs. Alors, on va pas vous donner le nom forcément J'en de ai mis à la fin. J'en ai mis quelques-uns à la fin. Ouais. Alors le but, en tout cas, avant de vous donner les noms, c'est de vous montrer comment trouver justement et quelles sont les bonnes pratiques et les astuces et comment faire pour aller justement chercher celui qui vous correspond. Le nom qu'on peut donner ici, il n'est pas forcément adapté à votre cas particulier, à vous, mais vous avez pour votre cas des moyens pour trouver les bons influenceurs et comment est-ce qu'on s'y prend. Ben voilà, c'est ce que Guillaume va vous présenter. En tout cas, iPoditor, là, qui est cité dans le chat, est un très bon outil, a priori, des gens que je connaisse qui travaillent avec, et pour avoir testé un petit peu, notamment ce fameux calcul du taux d'engagement, parce que vous pouvez faire le calcul du taux d'engagement à la main, et je vous ai mis la formule, mais il y a des outils qui peuvent vous le faire tout seul, effectivement. Et aujourd'hui, la plupart, quasiment tous les outils ouais, tous les outils de marketing d'influence sont payants dans leurs fonctionnalités très avancées, et iPoditor est un des seuls qui a tout un tas de fonctionnalités gratuites que je vous ai mises d'ailleurs à la fin de ce support PDF. Vous avez un lien vers notre ressourcerie FolioWeb et je vous ai mis des exemples. Notamment, il y a un outil qui vous permet de calculer le taux d'engagement. Il y a un outil qui vous permet de voir l'évolution aussi du nombre d'abonnés sur une période donnée, etc. Donc ça, c'est top comme outil. C'est plutôt bien foutu. Mais par contre, pour information, si vous voulez avoir la version complète et payante, ça commence à partir de 300 euros par mois. Donc ça aussi, c'est mon point, c'est-à-dire aujourd'hui, les outils de marketing d'influence, ils coûtent cher. Et quand c'est pour en faire de manière un petit peu ponctuelle, parfois, il vaut mieux passer par un freelance ou une agence qui possède ces outils, mais qui du coup amortit le coût de ces outils sur l'ensemble de ses clients. Et du coup, ça vous revient moins cher de faire ces campagnes-là avec des professionnels plutôt que de le faire par vous-même. Et sinon, bah, en fait, il faut bricoler et le faire à la mano, du coup, et on y vient juste après. Donc, l'autre point, c'est dire qui voulez-vous faire venir, vous, aujourd'hui, dans vos établissements dans le sud-ouest. Là, j'ai mis une capture. Bon, on va pas passer 2 heures sur cette slide, mais voilà, j'ai vu que bah, il y a des touristes étrangers notamment qui viennent en Occitanie. Je sais que il y a aussi une grosse partie de vos clients qui proviennent de France, qui sont plutôt dans une tranche d'âge, par exemple, de la quarantaine. Voilà, l'important, c'est vous de vous dire, bah, est-ce que, je sais pas, dans mon établissement, je sais que les Espagnols, ils consomment peut-être c'est un exemple, hein, 2 fois plus que les Français. Donc, je vais faire en sorte de faire venir plutôt des Espagnols plutôt que des Français. Où je sais qu'a priori, je vais viser des gens qui ont plutôt 40, 50 ans parce qu'ils ont un pouvoir d'achat plus élevé. Là où les petits jeunes, ils sont mignons, mais ils mettent le souk dans le camping et ils dépensent pas grand-chose.
par exemple. Ça va être important pour vous d'être bien carré là-dessus et c'est pour ça qu'il y a un enjeu à discuter aussi avec vos équipes commerciales pour ceux qui en ont. Alors pour ceux qui sont tout seuls, vous allez discuter avec vous-même, évidemment, mais d'être bien raccord par rapport aux gens que vous voulez toucher et à vos objectifs business. Ça, c'est essentiel. Et donc, ce qui m'amène à dire aussi par rapport à l'exemple que je vous donnais d'hier sur Béatrice. Béatrice, aujourd'hui, sa marque Merci Maman, elle la vend beaucoup en Angleterre parce qu'elle était longtemps basée à Londres. Aujourd'hui, elle est revenue à Paris, mais elle continue à travailler avec l'Angleterre. Elle travaille aussi avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec l'Italie, avec la France, évidemment. Et quand elle lance des campagnes d'influence, eh ben, elle va travailler avec des influenceurs de chacun de ces pays parce que son enjeu, c'est de vendre justement dans chacun de ces avec un prisme. Bon, je travaille avec des influenceurs français pour toucher des Français. C'est intéressant, mais si vous voulez pas toucher des Français, si vous voulez toucher des gens qui sont, j'en sais rien, moi, à Cadaqués, pas très loin de chez vous, bah, il va falloir aller chercher un influenceur catalan, a priori. Et si c'est pas en Espagne que vous allez le chercher, mais en Allemagne, bah, il va falloir trouver un influenceur allemand. Donc déjà, ça, c'est des premiers indicateurs qui vont vous dire qui vous voulez toucher. Il y a la question du persona, donc ça, je ne vais pas revenir dessus, vous avez un modèle ici, mais c'est bien définir qui sont vos cibles et est-ce que ce sont des gens qui sont sensibles ou pas au marketing d'influence. Et là, c'est une question que Frédéric me posait quand on a préparé le webinaire. Est-ce que des gens de 40 ans aujourd'hui suivent des influenceurs? Oui. Et d'ailleurs, il y a même des mamies de 70 ans, enfin des mamies, des personnes seniors de 70 ans, et pas que des mamies à 70 ans, mais qui font de l'influence sur Instagram, pas forcément dans l'univers du tourisme, je vous ai mis des exemples un peu après, mais il y a des influenceuses seniors et des influenceurs seniors, et donc elles ont et ils ont des communautés avec des gens plus âgés, plus matures. Donc vous pouvez vraiment toucher quasiment tout le monde aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et notamment grâce au marketing d'influence. Je vous ai mis ici plusieurs types d'influenceurs. Mon conseil, en tout cas quand on se lance, notamment dans le marketing d'influence, c'est pas de viser les top influenceurs qui ont 1 million d'abonnés ou même les macro-influenceurs avec 100 000 abonnés dans un premier temps. En fait, c'est pas raisonnable et puis surtout, ils n'ont pas forcément envie de bosser avec vous tout de suite. La première des bonnes étapes, à mon sens, c'est de commencer avec des micros-influenceurs, des gens qui vont avoir 2000, 3000, 5000, 10 000 abonnés, voilà, qui seront d'ailleurs plus enclins à venir chez vous si vous les invitez sans forcément les payer. Évidemment, ils seront très contents de venir, de profiter, et a priori, ils en parleront. Mais en tout cas, ça vous permet comme ça, en additionnant plusieurs fois des micros-influenceurs, de montrer à la strate au-dessus les middle influenceurs, puis ensuite, demain, à la strate encore au-dessus, les macros ou les top influenceurs. Les tops, en général, c'est plutôt les grandes marques de luxe, hein, donc vous les écartez tout de suite, mais vous pouvez monter facilement jusqu'aux macro-influenceurs, en tout cas jusqu'à 100, 150 000 abonnés, c'est assez facile, mais commencez petit à petit, et finalement, en fait, plus vous allez travailler avec des petits, bah, plus les moyens et les gros, en fait, vont vous ouvrir leurs portes et être OK en disant, ah bah oui, tu as déjà bossé avec un tel, ça m'a fait envie, etc. Et surtout, faut pas oublier non plus que les influenceurs sont eux-mêmes euh, victimes, entre guillemets, de l'influence marketing qui suivent aussi d'autres influenceurs. Et donc, parfois, vous avez des effets, non pas de jalousie nécessairement, mais en tout cas des effets d'intérêt fort d'influenceurs qui voient leurs petits copains influenceurs parler d'une marque et se dire, ah bah la marque, elle n'est pas venue me démarcher pour parler de ça. Et donc, d'eux-mêmes, parfois, certains vont venir vous démarcher pour dire, ah bah salut, j'ai vu que vous avez fait une campagne d'influence avec un tel. Bah moi, je suis bien dispo pour découvrir votre produit et en parler à ma communauté. Et là, à vous, et du coup, quand ça vient dans ce sens-là, vous avez davantage les cartes en main et le pouvoir. C'est vous qui fixez vos conditions et ça peut être intéressant. Et vous pouvez très bien dire, bah, désolé, on a une petite structure, par exemple, on a dépensé la quasi-totalité de notre budget sans forcément donner des chiffres et sans forcément dire la vérité d'ailleurs. Mais du coup, vous allez avoir plus de marge de manœuvre dans la négociation pour fixer vos conditions dans le cadre de cette collaboration. Voilà. Ce qui est important, en tout cas, ce que je vous mettais, c'est que plus la communauté est grande, moins l'engagement en fait va être fort. C'est-à-dire que en volume, il y aura du like, il y aura du commentaire sur des tops influenceurs, mais en proportion, en fait, il y aura beaucoup moins d'interaction avec l'influenceur. Et les micro-influenceurs, je dis, ça marche très bien, notamment dans l'univers de la maternité, par exemple, des mamans qui ont eu, par exemple, des grossesses difficiles, qui racontent leur histoire sur Instagram ou sur TikTok, et du coup, qui vont toucher leur audience. C'est des gens qui vont être très attachés avec une connexion très forte avec leur communauté. Et du coup, quand elles vont parler de, j'en sais rien, tel tire-lait pour allaiter son gosse, tel pull pour faire de l'allaitement ou tel bijou ou telle solution pour faire du bien à son enfant, il y aura une connexion plus forte et surtout il y aura énormément d'échanges parce que la communauté est plus petite et il y a quelque chose de plus chaleureux, de plus convivial là où sur des gros influenceurs, c'est beaucoup plus descendant. Voilà, donc à mon sens, vous avez davantage intérêt, vous, à vous tourner vers des influenceurs qui ont en gros entre 2000
et, euh, et aller 50 000 ou 100 000 abonnés grand maximum. Voilà. Mais après, au-delà de ça, ça devient démesuré. Après, je sais pas, j'imagine que vous avez des structures qui sont plus ou moins grosses et je sais que typiquement dans les campings, il y a des petits campings avec peu d'emplacements, il y en a des très gros qui sont sans doute des 4 étoiles, 5 étoiles parmi vous, je ne sais pas. Et donc, ça dépend aussi de vos budgets, ça dépend de la taille de votre établissement. Mais commencez en tout cas petit et potentiellement additionner les petits et ensuite aller vers des choses plus grosses. L'engagement, je vous en ai parlé, du coup, il y a pas, je vais pas revenir dessus, mais je vous avais mis le lien justement vers iPoditor dont on parlait à l'instant. Et en gros, bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bon taux d'engagement, il se situe entre 3 et 6%. Ça veut pas dire qu'en dessous, c'est pas intéressant, mais dans tous les cas, c'est important pour vous de vérifier ce chiffre et de se dire, bon, ok, c'est pas déconnant. Dans les autres points à prendre en compte, et je vais accélérer un peu, sinon on va être en retard, mais c'est d'identifier si l'influenceur dont vous parlez, il parle aussi des sujets de tourisme. Ça ne veut pas dire que vous êtes des acteurs du tourisme, il faut absolument aller voir des influenceurs qui parlent de tourisme, parce que potentiellement, en fait, tout le monde dans la vie part en vacances. Et donc, quelqu'un qui parle de, j'en sais rien, de tech toute l'année, ou qui parle des travaux dans sa maison, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs aussi qui parlent de travaux, sont peut-être ravis auprès de leur communauté de dire bah voilà, cet été on fait une pause dans les grands travaux de la grange qu'on rénove depuis 6 mois et on a la chance d'avoir été invité dans tel gîte au fin fond de je sais pas moi des Pyrénées-Orientales et donc, ils vont parler de vous. C'est pas parce que l'influenceur fait pas partie de votre secteur, en tout cas d'activité, que c'est pas pertinent pour vous d'aller le voir. Mais il faut juste vous assurer que c'est quelque chose qui peut intéresser sa cible, et du coup voir si potentiellement l'influenceur il parle tout le temps que du même sujet, auquel cas, bon bah s'il parle de truelles, de béton et de plancher tout le temps, ça peut peut-être pas être pertinent. Là où si vous voyez quelqu'un, enfin un influenceur parle aussi d'autres choses de sa vie en complément de son, euh, de son sujet principal, vous allez pouvoir avoir un intérêt à aller là-bas. Et enfin, il y a un autre point important, c'est le style des contenus et le ton. Si vous êtes, je sais pas, sur un ton, vous, très formel, alors c'est pas trop le cas en général dans l'univers du tourisme, mais typiquement, si vous êtes sur un positionnement très haut de gamme et luxe, vous n'allez pas avoir intérêt à aller travailler avec un influenceur qui potentiellement s'habille en jogging tout dégueulasse, qui va avoir des termes un peu vulgaires, etc., et qui va pas coller en fait avec votre identité de marque, parce que il y a une dissonance finalement entre son discours et la marque finale, et du coup l'audience va pas comprendre ce que c'est, et surtout vous en termes d'image, ça correspond pas à ce que vous voulez donner. Ça c'est extrêmement important. Là, je vous ai mis une liste de quelques outils. Voilà, ce que je vous disais juste avant, ils sont payants, ils sont chers. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire à la main. Il y a aussi beaucoup d'intuition dans le marketing d'influence. Au départ, vous prenez votre téléphone, vous allez sur Instagram, vous allez sur TikTok et vous cherchez, vous regardez qui sont les personnes qui ont des grandes quantités d'abonnés, qui parlent de tel ou tel sujet et qui peuvent vous intéresser. Et ça, en réalité, ça coûte rien à part du temps. Alors, c'est du temps, certes, mais vous pouvez vous les lister et vous n'êtes pas obligé de tous les démarcher d'un coup. Vous pouvez les lister dans un Excel et puis faire petit à petit, voilà, selon le temps que vous avez, les contacter, voir avec eux ce qu'il est possible de faire, etc. Là, je vous ai listé des outils, à vous de choisir. Là, je suis pas là pour vous en recommander un peu plus qu'un autre. Voilà, bon, ça c'est une slide plus informationnelle, mais en gros, la plupart des gens aujourd'hui font de l'influence sur Instagram et sur Facebook, un peu sur Twitter, sur TikTok. Voilà, ça commence, mais c'est encore assez faible. Mais voilà, mais globalement, c'est pour vous redire que l'influence, ça s'arrête pas qu'à Instagram. On peut en faire un petit peu partout, même si Insta, c'est aujourd'hui le réseau privilégié. Donc, vous, sur quel réseau privilégiez vos campagnes? Ben, ça dépend. C'est ce que je disais tout à l'heure. TikTok a bien évolué depuis, oui, maintenant, c'est vrai. Mais TikTok, avant, on disait, là, il y a encore quelques mois, c'est les 13-24 ans, mais surtout des gens qui sont des jeunes majeurs et des moins de 18 ans, même si on n'a pas les stats. Et ça abrutit un peu tout le monde et c'est pas du contenu très quali. Ça, c'était il y a quelques mois, mais en fait, ils ont un peu changé de fusil d'épaule. Aujourd'hui, il y a énormément, notamment de contenu pédagogique. Il y a énormément d'Instagrammeurs qui ont basculé sur TikTok et qui sont venus avec la qualité du contenu qu'ils produisaient sur Instagram et qui l'ont posté sur TikTok. Et aujourd'hui, TikTok devient n'est pas, c'est un réseau social, mais c'est aussi une plateforme de divertissement, mais devient un réseau qui se lisse un petit peu et où on n'est plus obligé de se tortiller du cul pour faire simple et ou de faire de la danse devant sa caméra pour avoir du contenu pertinent. Il y a aujourd'hui des professeurs de physique
qui font de la pédagogie, qui vulgarisent de la physique en ligne, et c'est passionnant. Il y a des gens, notamment Bruno Maltor, qui est un influenceur très connu dans l'univers du tourisme, qui alimente à la fois sa page YouTube, à la fois sa page Instagram, mais qui a aussi un compte TikTok et qui a une très grande communauté sur son compte TikTok. Le seul point, c'est de vous dire, quand vous choisissez l'influenceur, vérifiez qu'il soit sur plusieurs réseaux sociaux, ou en tout cas, si vous choisissez un influenceur qui n'est que sur un réseau, bah, regardez si ce réseau-là, il est fréquenté par votre cible. Donc ça, vous avez des chiffres, notamment le blog du modérateur dont je parlais tout à l'heure. Tous les ans, ils sortent les chiffres clés des réseaux sociaux avec la démographie, le nombre d'utilisateurs pour chaque réseau social. Ça vous permet de savoir si globalement l'influenceur est dans la cible. Et surtout, quand vous allez démarcher l'influenceur et lui dire, j'aimerais faire une campagne avec toi, vous pouvez lui demander de l'information. Vous pouvez lui demander de combien, de quel pourcentage, par exemple, de femmes vs d'hommes est composé ton audience. Ça, il est censé vous le dire, notamment s'il a envie de bosser avec vous. Vous pouvez lui dire, est-ce que tu sens que les gens qui te répondent le plus et qui commentent le plus, c'est plutôt les moins de 25 ans, les plus de 35 ans, etc. Il faut vraiment, avant de dire, tiens, je t'envoie, c'est gratuit, profite, dis-moi si t'es OK, viens, échanger, rentrer dans une vraie relation avec l'influenceur parce que, a priori, vous n'allez pas le faire en one shot une seule fois. Ce qui est bien pour les campagnes d'influence, c'est de travailler avec un influenceur plusieurs fois dans l'année. Et dire, bah voilà, là, on fait, première étape, c'est tu découvres la marque, t'en parles, voilà, tu dis que c'est bien, enfin, en tout cas, tu dis ce que t'en penses. Et un peu plus tard dans l'année, on remet une couche en disant, ah bah tiens, je suis retourné à tel endroit où je fais un petit retour sur ce super séjour que j'ai vécu il y a 6 mois en Occitanie, etc., etc. Ça va être important de travailler sur le long terme. Et donc, commencez pas la relation en disant salut, je t'offre cette destination gratuitement et tu parles de moi, merci, bisous, au revoir. Non, c'est vraiment une construction d'humain à humain, quand même, le marketing d'influence. Quelques idées d'influenceurs, là, je vous en ai mis. J'ai essayé de faire des idées avec des influenceurs qui ont des bases d'abonnés différentes et variées. Voilà, j'ai notamment mis Voyage ici sur TikTok avec 17 400 abonnés. Voilà, on a 1000 voyages sur TikTok avec 721 000 abonnés, Amoureux du monde sur Instagram avec 163 000 followers. Il y en a plein. Donc là, je vous ai mis des influenceurs avec des grosses communautés, mais localement, vous allez pouvoir aussi trouver des gens qui sont avec des plus petites communautés. Et là, c'est à vous de voir aussi si parmi vos cibles, vous voulez toucher des gens de la région Occitanie pour des courts séjours, par exemple, ou si vous voulez aller taper plus loin. Parce que vous pouvez bosser avec des influenceurs qui habitent, j'en sais rien, moi, à Toulouse, à Collioure ou à n'importe quel endroit dans la région Occitanie. Je vais pas faire toutes les villes parce que je les connais pas assez en étant lyonnais. Mais vous pouvez faire ça, évidemment. Ou sinon, vous pouvez aller taper dans des influenceurs qui habitent à Paris, qui habitent à Lyon, etc. Si vous voulez des gens un peu plus petits. Parfois, on n'a pas l'information de là où ils habitent, mais vous pouvez vous en douter en regardant leur fil d'actualité. Toucher les plus de 40 ans, je vous en ai parlé. Et là, je vous ai mis une petite liste. Elle est pas exhaustive, évidemment, mais pour vous montrer qu'il y a des influenceurs aujourd'hui qui sont seniors ou qui ont en tout cas plus de 40 ans. Alors, il y en a beaucoup qui parlent de mode aujourd'hui parce que c'est un vrai sujet pendant longtemps. Comment on s'habille quand on est un peu plus âgé. Aujourd'hui, les marques fashion, notamment, s'adressent essentiellement à des cibles jeunes. Et du coup, elles avaient une difficulté à parler à des personnes un peu plus mûres. Et donc, il y a énormément, il y en a beaucoup, des influenceuses et des influenceurs qui parlent notamment de mode. Mais il y en a aussi qui parlent de tourisme. Et surtout, ce que je vous disais tout à l'heure, ça n'empêche pas, quand on parle de comment on s'habille au quotidien, quand on a 50 ans ou 60 ans, par exemple, de dire, ah bah tiens, je vais aussi parler de ma prochaine destination touristique. Et je sais plus laquelle est ici, ouais, c'est Nelly avec 2 L que je vous ai mis tout en haut ici, qui parle aussi beaucoup de voyage. Elle voyage seule. Ça, c'est intéressant aussi. Par exemple, vous pouvez cibler des influenceurs un peu de niche qui parlent de voilà voyager seul. Il y en a beaucoup qui voyagent en couple. Il y en a qui voyagent seuls. Bah, selon en fait ce que propose votre destination aussi, c'est-à-dire je vais cibler des influenceurs plus ou moins spécialisés, soit des gens très généralistes qui vont parler de voyage, soit des gens qui parlent d'un peu de tout, mais qui ont de l'influence et qui ont une grande communauté, soit des gens plus spécialistes de comment je voyage seul. Et là, vous, si vous avez quelque chose de spécifique à vendre, justement, en tant que destination, peut-être pour les voyageurs solo, eh ben, ça peut être intéressant de vous rapprocher d'influenceurs comme Nelly avec vous allez. Vous voyez, elle a que 7394 abonnés, c'est pas énorme, mais si ces abonnés sont très engagés, en fait, ça peut vous permettre derrière d'avoir du résultat. Combien ça coûte? On en parle. Il est 15 heures déjà, donc je vais accélérer un petit peu pour finir, mais en gros, ça varie. Là, je vous ai mis un tableau avec des idées de prix qui proviennent de Colsware. Ça dépend vraiment des influenceurs. Souvent, on dit c'est une centaine d'euros, je crois, par tranche de 1000 abonnés, quelque chose comme ça. En réalité, vous avez la possibilité, comme je vous disais tout à l'heure, avec notamment les micro-influenceurs,
de les faire venir gratuitement sur votre destination, par exemple, sans les rémunérer, ce qui ne nous empêche pas d'essayer d'établir un contrat avec eux en disant, bah voilà, je te paye pas, mais par contre, du coup, le deal, c'est que tu viens et tu fais une petite vidéo sur moi. Voilà, ça peut être intéressant. C'est plus difficile, c'est faisable, mais c'est pas facile. Euh, et voilà, donc là, vous avez des idées de prix. Voilà, un post Instagram sur alors là, ils ont appelé ça nano-influenceur dans leur tableau, ce que moi j'appelle les micros. Voilà, on va dire 165 euros pour quelqu'un qui a en gros 10 000 abonnés. C'est un exemple. Sachant que quand on garde en tête ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous en faites plusieurs avec un même influenceur sur l'année, bah, il faut effectivement calculer votre investissement, entre guillemets, sur l'année au global et pas vous dire, bon, bah, ça va me coûter 165 euros et puis basta. Il faut vraiment se dire, bah voilà, ma campagne au global sur les 12 mois, potentiellement avec 3 posts, va me coûter tel ou tel prix. Sachant que, en plus, au-delà d'une photo, bah, il y a des formats qui marchent mieux sur les réseaux. Et aujourd'hui, ce qui marche très bien, c'est les stories, les réels sur Instagram. Le réel, notamment sur des destinations touristiques, c'est top parce que ça permet à l'influenceur de faire une petite vidéo d'1 minute, 2 minutes, qui va résumer son expérience dans votre établissement, qui peut résumer une journée, qui peut résumer un week-end en partant de mon arrivée, le service client, le repas, les expériences diverses et variées, la qualité de la chambre, etc. Le réel va davantage parler qu'une simple photo. La photo va être utile pour dire, bah voilà, j'ai vécu une super expérience à la table de cette destination parce que j'en sais rien, c'est un hôtel étape, par exemple, j'en sais rien, et qui du coup propose à manger avec une super restauration. Ça peut être intéressant, par exemple. Mais du coup, il faut l'anticiper avant de lancer la campagne. Il faut dire, bah voilà, qu'est-ce que vous allez vouloir mettre en avant et qu'est-ce que vous voulez que les influenceurs racontent de vous. Plus vous allez leur offrir une expérience variée, en tout cas et large, plus vous aurez envie qu'ils parlent de vous, notamment en vidéo, en stories, en réel, si c'est sur Instagram, parce que c'est ce qui est vivant et c'est ce qui donne envie aux gens. Mettre en place la campagne, et je laisserai de la place en fait pour les questions, et on pourra revenir sur les slides dessus, mais là je vous ai fait une petite checklist, donc les points qu'on a abordés que j'ai mis en vert, et ensuite d'autres points qu'il faut avoir en tête. Donc, une fois que vous avez analysé les influenceurs et que vous avez trouvé les bons influenceurs pour la campagne que vous voulez mettre en avant, bah, il va falloir prendre contact avec eux, ce que je vous disais, négocier les termes de la collaboration si il y a une collaboration, notamment une rémunération derrière. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand quelqu'un vous annonce un tarif, vous avez toujours la possibilité de négocier, hein. C'est comme avec des agences d'une manière générale. C'est pas parce qu'on vous dit 10 000 que c'est 10 000. Vous pouvez peut-être descendre à 8 ou à 7, évidemment. Ensuite, c'est pareil, là, c'est dans le cadre d'un contrat spécifique où vous rémunérez l'influenceur. Vous allez faire ce qu'on appelle un briefing créatif et mettre en place un planning. C'est dire, bah voilà, moi, mon enjeu, c'est que ta publication, elle sorte à telle date parce que c'est à partir de telle date que je vais ouvrir mes réservations, par exemple. Et j'ai envie que tu mettes en avant davantage tel service de mon établissement ou tel pan de ma destination parce que c'est là-dessus que soit j'ai un manque de notoriété, ou soit parce que c'est ça mon nouveau service de l'année, ou en tout cas parce que vous voulez faire plus de ventes sur ça. Donc le briefing créatif, il doit tenir compte de vos enjeux business évidemment, ou de notoriété, et ensuite il va donner aussi des indications en termes de ton, en termes de couleur, même si évidemment il faut pas que ce soit trop dénaturé par rapport à ce que fait l'influenceur. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut vous assurer que la communication, la façon dont communique l'influenceur, finalement, elle est à peu près raccord aussi à la manière dont vous voulez vous exprimer, à l'image que vous voulez renvoyer, évidemment. Ensuite, et j'ai vu la question, donc je la prends juste après la fin de ma petite checklist, mais vous allez suivre et communiquer avec l'influenceur pendant la campagne. C'est ce que je disais, c'est pas parce que vous avez fait un briefing créatif, vous lui avez dit, bah voilà, il faut 3 publications à ces dates-là, ou à peu près à ces dates-là, que c'est fini. Communiquez tout le temps. Vous voyez si la première publication, elle a marché, vous faites un petit mail, un petit appel, et vous dites, bah voilà, c'est quoi ton retour, qu'est-ce qu'il a manqué à ton avis, et essayez d'améliorer en disant, bah peut-être qu'on peut améliorer ça pour la deuxième ou la troisième publication. Ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, donc, il y a la question de l'analyse des performances. Et donc là, ça va se baser sur ben, votre analyse de est-ce que, a priori, il y a de la visibilité sur le poste de l'influenceur? Est-ce que ça génère de la réservation chez vous et de l'intérêt chez vous, de la visite sur votre site internet, de la réservation en ligne, des appels, etc. Vous pouvez ajuster en cours de route, c'est ce que je vous disais. Et enfin, il y a un rapport final. Là, c'est l'influenceur qui doit le faire. Vous pouvez croiser les données aussi avec ce que vous avez, c'est de dire l'influenceur doit précisément vous dire, ben voilà, on a généré tant de visibilité sur mon poste,
ça a généré tant de clics, j'ai eu tant de messages qui m'ont posé des questions sur ton sujet, etc. Et c'est aussi pour ça que c'est important de communiquer avec l'influenceur, c'est que parfois, il aura besoin de réponses de votre part pour préciser des informations qu'il n'a pas nécessairement, etc., etc. Je reviens. Alors du coup, Manon qui dit est-ce ok de faire un contrat même s'il n'y a pas de rémunération? Oui, moi je suis ok pour le faire et justement c'est important d'encadrer la collaboration. C'est pas parce que vous offrez. En fait, l'idée c'est pas de dire j'offre et en fait je fais j'allais dire la salière ou la sucrière, je saupoudre un peu, je vois où ça tombe et qui accepte mon offre de venir et ensuite bah il me dit c'est ok et puis il vient et puis basta. Non, en fait c'est pas parce que vous rémunérez pas l'influenceur que vous pouvez pas mettre un cadre. C'est juste que la discussion est plus longue nécessairement et donc parfois c'est intéressant en tout cas notamment quand vous lancez votre activité ou vous faites un événement d'inauguration, je sais pas une nouvelle chambre avec une nouvelle expérience, etc. Vous pouvez vous passer justement de ce côté contrat en disant bah, j'ai le plaisir de vous inviter sur notre destination à tel moment parce que on a, je sais pas, tel événement qui se passe. Vous pouvez le faire et donc là, il n'y a pas de contrat. Et là, en fait, votre job derrière, c'est d'aller d'identifier ces personnes et le jour J, en fait, d'aller discuter avec elles, de créer un lien pour justement faire qu'elles ont une excellente expérience et qu'elles parlent de vous au maximum. Mais sinon, sur le reste du temps, notamment quand vous faites, bah, ça marche beaucoup sur des produits, mais c'est d'envoyer des messages aux micros influenceurs et de leur dire, salut, on est telle marque, on lance tel produit, est-ce que ça t'intéresse d'en parler? Et donc là, on dit, bah voilà, et en échange, on te l'offre quoi, tout bêtement. Et là, vous pouvez faire un contrat. C'est pas évident. Il y en a beaucoup maintenant qui demandent une rémunération, effectivement, quand c'est un contrat derrière. C'est à vous de tester et de voir selon ce que vous avez en face de vous, quoi. Alors, il y a une Euh, différence à bien marquer entre l'engagement de l'influenceur et le résultat. L'influenceur, il s'engage, il a une obligation de moyens, mais il n'a pas une obligation de résultat. Il doit vous fournir le résultat, mais il ne peut pas forcément s'engager à l'avance sur les interactions, sur la conversion en réservation, bien sûr. Il peut juste s'engager sur de la visibilité. Et par contre, et aussi, bien sûr, à mesurer ensuite et à vous fournir les résultats de ces mesures. Il y a quelques questions qui sont arrivées entre-temps. Les modèles de contrat, je pense que tu avais prévu à la fin de montrer quelque chose. Non, alors du coup, le modèle de contrat, je l'ai pas encore mis. Je le mettrai sur notre plateforme, là, dans notre ressourcerie FolioWeb. Là, dans les slides, vous avez un modèle de prise de contact. Je vous ai mis un exemple de message type que j'ai rédigé pour rentrer en contact avec quelqu'un sur Insta. Alors là, il est très long, mais vous pouvez couper dedans. Évidemment, l'idée, c'était que vous ayez une grande base et ensuite vous le personnalisez au maximum. Donc, c'est un Google Doc, un tout bête. Vous pouvez le copier-coller sans aucun problème. Et donc ça, c'est un modèle. J'ai pas de modèle de contrat prédéfini. J'imagine que vous pouvez en trouver sur Internet assez facilement et moi je vous en mettrai un sur notre ressourcerie en ligne d'ici demain. Et voilà. Et après, c'est surtout, bah, il y a aussi parfois des influenceurs, ils ont l'habitude, ils ont des contrats types, et à vous aussi les reprendre et de les remettre à votre sauce en mettant vos conditions dans le contrat. Et ça, ensuite, c'est une question de négociation finalement, comme dans un peu dans tous les métiers. Dans tous les cas, vous avez remarqué quand même que ça, il y a un paquet d'étapes hein, à faire. Il y a un enjeu d'avoir une expertise, enfin une casquette un peu marketing et business que vous n'avez pas toujours nécessairement. Donc, si vous avez des gens en interne qui ont cette expertise, c'est top. Mais si vous êtes peu nombreux, évidemment, c'est plus complexe à faire. Il y a la notion d'aller chercher les influenceurs, ça prend du temps aussi. Il y a cette notion bah, de suivre la campagne et ensuite de suivre les performances, les résultats. Donc, ça demande aussi une petite expertise en termes d'analytics. Alors, bon, suivre les ventes, c'est assez facile. En général, vous savez le faire, parce que c'est votre job quand même, un peu en tant que, je dirais, commerçant finalement. Mais voilà, c'est un vrai métier. Et donc, soit vous le faites par vous-même, soit bah, vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie ou les compétences pour le gérer, et du coup, vous pouvez passer par un influenceur, par une agence. C'est sûr que ça coûte un peu d'argent, mais souvent, en tout cas, ça vous libère un peu l'esprit et ça vous fait gagner du temps. Ça ne veut pas toujours dire que vous avez plus de performance parce que vous passez par l'agence, hein, parce que comme dans tous les métiers, il y a des gens qui sont plus ou moins scrupuleux et plus ou moins professionnels, évidemment. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous faire accompagner par des personnes. Ça aide à gagner du temps. Voilà, choisir sa stratégie d'influence, j'y passe pas trop de temps, on en a parlé, mais il y a la question de voilà, soit rémunérer, soit ne pas rémunérer, et on est plus dans le cadre de la relation publique avec, on va faire un communiqué de presse, et c'est dans ce cadre-là, notamment que je disais tout à l'heure, vous pouvez inviter des influenceurs en même temps que des journalistes, même s'ils font pas la même chose. Et enfin, c'est peut-être lié avec
des questions qui pourraient venir, mais il y a plusieurs techniques aujourd'hui d'influence. La plus utilisée aujourd'hui, c'est le placement de produits, placement de services, c'est dire bah voilà, je vais parler de telle ou telle marque, et c'est vraiment euh, dans le contrat, on dit bah voilà, tu vas parler de ça, et donc l'influenceur en parle. Il y a effectivement en deuxième, il y a l'envoi de produits ou l'offre de services. Donc tiens, bah tu profites d'un séjour gratos chez moi, et puis ensuite t'en parles. Évidemment, ce qui se fait beaucoup, notamment dans l'univers du e-commerce, qui va moins vous concerner, mais ça peut aussi vous concerner si vous souhaitez faire gagner des voyages, des séjours sur votre destination, de faire des jeux concours. Le jeu concours a un double intérêt, c'est que souvent, l'influenceur va inciter les gens pour s'inscrire au concours à suivre sa page d'influenceur, à suivre votre page, votre compte Instagram, Facebook ou autre marque, et en même temps à commenter la publication. Ce qui fait que ça va générer de l'engagement et vous générer aussi des abonnés supplémentaires sur votre page. Donc ça, c'est aussi une très bonne technique si vous avez un enjeu notamment de notoriété au-delà du simple enjeu de faire venir des gens chez vous. Et enfin, il y a l'affiliation, ça c'est plus compliqué, mais l'affiliation, c'est notamment quand l'influenceur va parler de votre produit et de votre service, vous allez mettre en place, par exemple, un code promo ou une URL qui va vous permettre de traquer les ventes qui sont liées à cet influenceur. Et là, vous pouvez, c'est plus complexe. Et pour le coup, je vous conseille pas de le faire seul, mais vous allez pouvoir fixer un objectif de vente à l'influenceur en disant, bah voilà, tu as une communauté de 143 000 abonnés. Aujourd'hui, tu me dis que par rapport à tes précédentes expériences sur des campagnes similaires, tu as réussi à générer X réservations de séjour chez mes concurrents, par exemple. Eh ben, on se dit que je veux que tu me fasses X% de ventes, voilà, enfin, via sur la visibilité totale de ta campagne. L'influenceur s'engage et en fait, par palier, vous allez pouvoir le rémunérer en disant, bah, voilà, tu as atteint X% de ton objectif. Je peux le voir parce que bah, j'ai une URL traquée qui me dit, bah, les gens qui sont venus sur mon site et qui ont acheté, finalement, ils viennent de ta part. Et donc, ou avec un code promo, tout bêtement. Et donc, ensuite, l'influenceur, vous allez le rémunérer par palier d'atteinte de l'objectif à X% de vente par rapport à sa visibilité. Voilà, ça c'est des grandes techniques. Après, il y a d'autres façons de faire de l'influence et vos contrats. Et ça, c'est à vous de voir. Et le plus simple, finalement, c'est de s'inspirer aussi des autres marques, des gens autour de vous, dans votre secteur ou dans d'autres secteurs d'activité, qui font des campagnes d'influence et voir finalement bah, qui fait quoi, comment et comment vous pouvez le mettre en place. Je vous ai mis des exemples. Vous pourrez aller les voir si ça vous intéresse. La communication, on en a parlé. Et enfin, j'ai les deux dernières slides qui viennent illustrer ce que je suis en train de vous dire. Vous pouvez donc, il y a plein d'indicateurs de performance. Vous pouvez suivre tout bêtement les likes, les commentaires, mais ça, en réalité, ça vous dit pas si vous vendez. Le vrai bon indicateur, c'est est-ce que concrètement, vous, après cette campagne, vous voyez, ou pendant cette campagne, vous voyez des pics de visite sur votre site de réservation en ligne? Est-ce que vous voyez des réservations et des ventes concrètes? Est-ce que, je sais pas, vous voyez qu'on parle davantage de vous parce que vous pouvez suivre, par exemple, avec un hashtag qui va mentionner votre nom de marque, vous pouvez suivre qui parle de vous, etc., etc. Est-ce que vous voyez qu'il y a plus de demandes entrantes dans votre messagerie Instagram? Parce que parfois, c'est pas directement lié à l'influenceur, c'est difficile de faire le lien, mais si pendant votre campagne, vous apercevez que d'un coup, vous avez 50 messages par jour sur votre messagerie Instagram, pardon, c'est peut-être qu'il y a un lien avec cette campagne d'influence. Donc ça, vous pouvez le suivre. Et surtout, bah, vous allez voir si vous utilisez des codes promo, si vous utilisez des URL traqués. C'est pareil, je vous ai mis un outil pour traquer votre URL, notamment dans Google Analytics pour ceux qui utilisent Google Analytics, avec ce qu'on appelle des UTM. Vous pouvez précisément dire, bah voilà, si je travaille avec 5 influenceurs différents, mais j'ai la même URL, bah, je vais juste personnaliser la fin de mon URL en disant, bah voilà, ça provient de tel et tel influenceur. Et comme ça vous permet concrètement sur votre Google Analytics de voir si le trafic sur votre site provient de tel ou tel influenceur. Et donc, derrière, quand l'influenceur va vous rendre son rapport, et c'est là ce que je vous donne, avec des détails sur la campagne, sur le nombre de clics, sur le nombre d'impressions, sur la portée de ses publications, etc. S'il vous dit j'ai fait 1200 clics, par exemple, sur la semaine dernière, euh, donc des clics qui renvoient vers votre site internet, mais que vous, concrètement, vous voyez que sur votre site, il y a eu 50 visiteurs, ben là, vous allez vous poser des questions. Soit l'influenceur, il vous raconte n'importe quoi. En général, c'est peu probable, ils sont quand même plutôt honnêtes. Soit c'est qu'il y a eu un problème, peut-être c'est un problème technique lié à votre site. Et c'est pour ça que c'est important, à mon avis, de communiquer, enfin, à mon avis, c'est important de communiquer au fur et à mesure de la campagne et pas d'attendre la fin. Parce que potentiellement, si l'influenceur vous dit il y a eu X clics cette semaine sur ton lien de site internet et que vous, derrière, vous en avez traqué que 50, eh ben, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème technique sur votre site, qu'il est trop long à charger, que, je sais pas, le réseau social, il plante, il renvoie à un mauvais endroit. Et donc, il va falloir creuser ce sujet-là. Et ça, c'est super important de s'en rendre compte pendant la campagne, plutôt qu'à la fin, au moment où on fait le bilan et où il faut payer l'influenceur. Donc ça, c'est vraiment intéressant de suivre
chacun de votre côté et de se dire, OK, on est à peu près raccord. Et c'est normal qu'il y ait une déperdition, en fait. Les gens, ils cliquent sur un lien dans Instagram. Parfois, ça prend un peu de temps à charger et ils reviennent pas dessus et puis ils y repensent plus tard. Et dans tous les cas, l'influenceur a parlé de votre marque et donc la marque, elle est imprimée dans la tête. Et comme il va en reparler je sais pas, 3 mois et qu'il en reparlera 3 semaines plus tard, en fait, c'est en martelant finalement, comme en publicité, que votre nom de marque et votre destination va rentrer dans la tête de l'utilisateur. Donc voilà, là, je vous ai mis un peu tout ce que l'influenceur peut vous donner comme indicateur. Ça va vous permettre de vous assurer finalement qu'il s'est bien adressé à la bonne personne par rapport à ce que vous aviez prévu. Voilà, j'ai fini. C'était un peu dense, je sais, j'ai duré un peu plus longtemps que prévu, mais c'est un sujet passionnant. On pourrait en parler, je pense, pendant 2 jours. Je vous remets le lien vers l'enquête de satisfaction à laquelle vous pourrez répondre. Ce sera utile pour moi, ça me permettra d'ajuster notamment pour des prochains webinaires sur ce sujet. Et surtout, vous pourrez recevoir le doc en PDF si ça vous intéresse de retrouver les outils et les slides que je vous ai présentés. Frédéric, je te rends la Oui, parole. d'accord, merci. L'exemple de contrat sera intéressant parce qu'on n'a pas répondu à toutes les questions qui étaient dans le fil de discussion sur justement comment cadrer l'accueil de l'influenceur, s'il y a des conditions d'annulation, s'il vient pas, ou est-ce qu'il doit être accompagné ou pas. On avait eu aussi en amont du Ça webinaire. m'intéresse, je les ai pas vues moi ces questions parce que je pense que elles sont envoyées peut-être que à toi en administrateur. Je sais pas dans quelle mesure je peux voir Alors, toutes c'est les questions, mais dans le fil, alors par exemple, tu vois la question de Nadège. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est un témoignage. Elle a eu deux accueils d'influenceurs. Il y en a un qui a donné de moins bons résultats que l'autre. Et elle a eu en plus deux expériences avortées, dit-elle, avec des influenceurs qui annulent leur venue quelques semaines, voire quelques jours avant la date convenue. hmm. Euh, Ça c'est embêtant. Bah, ça c'est souvent c'est le cas quand il n'y a pas de contrat cadre justement, mais s'il y a un contrat de collaboration entre un influenceur et après on n'est jamais à l'abri, j'en sais rien, d'une gastro, d'un Covid ou de ma grand-mère est morte, évidemment. Si ça se répète trop souvent, c'est un peu chiant. Mais si un contrat, a priori, l'influenceur vient en tant que professionnel. Donc, c'est comme votre plombier qui s'est pas pointé alors qu'il y avait une urgence chasse d'eau. A priori, bah, s'il vous fait le coup 2 fois, vous l'envoyez bouler, vous en prenez un autre. S'il n'y a pas de contrat, effectivement, c'est plus difficile parce que bah, c'est un peu au petit bonheur la chance. C'est comme les journalistes, hein, finalement. Quand vous envoyez un communiqué de presse des journalistes, sans forcément même les inviter, vous n'êtes pas sûr qu'ils parlent de vous. Et si vous les invitez à votre événement, vous n'êtes pas sûr qu'ils parlent de vous. Et c'est là l'importance de la communication, c'est de bien reconfirmer plusieurs fois que la personne va venir, notamment pour vous sur des secteurs où il y a des questions de réservation de séjour et que si vous bouquez, j'en sais rien, une chambre effectivement ou un gîte complet et que la personne ne se pointe pas, bah vous avez une perte quand même qui est énorme. Dans tous les cas, j'allais dire, vous auriez eu la perte entre guillemets parce que vous alliez offrir le séjour à l'influenceur, mais sauf que la contrepartie derrière c'était qui parle de vous. Donc effectivement, je vous conseille de faire des contrats, notamment s'il y a des enjeux financiers qui sont forts chez vous, parce que bah, vous prenez la peine de réserver une partie de votre établissement, alors que bah, potentiellement vous pourriez le vendre très cher ou moins cher. Mais en tout cas, plus vous avez des enjeux élevés, plus je vous conseille de mettre des contrats, potentiellement de rémunérer effectivement l'influenceur pour éviter ce genre de déconvenus. Et après, bah, il y a toujours des imprévus, mais quand ça arrive 2 fois, c'est un peu embêtant tout de même. Ok, vous pouvez poser que des questions, hein. On a encore quelques minutes qu'on va se donner là pour des questions libres sur le sujet. Et d'ailleurs, moi, j'en aurais une sur le niveau de créativité. Jusqu'où est-ce que il est conseillé d'aller? Est-ce qu'il vaut mieux laisser une page blanche et l'influenceur finalement créer ce qu'il souhaite comme contenu parce que lui, il sait mieux que nous ce qu'il doit dire à ses followers? Ou est-ce qu'on peut aller jusqu'à carrément lui rédiger du contenu, lui passer des vidéos ou des photos? Est-ce qu'il y a une recommandation par rapport à ça? Ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais dans le brief créatif, ouais, ce qui me paraît intéressant, c'est de mettre en avant en tout cas des messages clés. C'est pas de pré-rédiger, de pré-mâcher le travail pour l'influenceur. C'est parce que en fait, c'est des gens quand même qui, a priori, quand ils ont créé leur communauté, ils avaient aussi une appétence pour créer du contenu, et donc ils ont envie de le dire à leur manière. Et si on fait appel à eux, d'ailleurs, c'est pour qu'ils le disent à leur manière, pour que ça ait l'air sincère, authentique. Et donc, il faut juste mettre en avant des messages clés et axer sur bah, ouais, c'est ça, les points à mettre en avant spécifiques. Voilà, si vous avez un avantage concurrentiel majeur, c'est important de le dire. Je sais pas, une plage privée, vous pouvez garer votre yacht en bas, j'en sais rien. Ça, c'est important à mon sens. Et aussi, parfois, ce qui est chouette, c'est de se dire, bah, ne vous privez pas. Vous pouvez aussi faire de la, de la, des collaborations avec des partenaires ou des gens qui travaillent proche de chez vous. J'en sais rien.
vous êtes un gîte et vous êtes bien ami avec un restaurateur qui est juste à côté et vous avez l'habitude vous d'y envoyer vos clients, et ben peut-être que le restaurateur il sera content qu'on parle de vous dans la publication. Potentiellement, vous pouvez partager les frais et essayer de faire parler de vos deux marques dans le même poste. Alors, faut pas le faire sur tous les postes parce que sinon, effectivement, on perd un peu le, à mon sens, le message principal et la marque principale qu'on veut pousser. Mais c'est intéressant aussi d'essayer de le faire comme ça. Mais en tout cas, oui, faut pas pré-rédiger, il faut juste mettre en avant les infos clés. Et notamment, après, quand il y a des questions de jeux concours ou des questions de code promotionnel, c'est de bien mettre les conditions que l'influenceur va devoir rédiger pour ses abonnés, à savoir bah, voilà, les dates de la promotion, s'il y a un minimum d'achat ou de réservation, les conditions du jeu concours avec un lien potentiellement sur votre site internet, etc., etc. Ça, c'est important. Ce que je retiens, c'est que c'est un travail de longue haleine, y compris dans la préparation, et peut-être même avant de contacter les influenceurs, s'abonner soi-même, suivre, s'imprégner de ce qu'ils font, s'imprégner aussi de ce que font vos concurrents, sur quel réseau, quel poste, comment ça se passe, pour avoir une idée un petit peu plus claire, de ce qui se passe dans votre environnement, autour de votre produit ou sur votre territoire. Donc c'est vraiment Mm. un travail à préparer, longtemps à l'avance. Tout à fait. Je vois pas d'autres questions actuellement. On a encore 1 ou 2 minutes si vous le souhaitez, donc allez-y. Je sais pas si tu voyais, avant de Bah, il y a conclure. le commentaire de Mario qui est intéressant, qui dit sur le contrat, on doit définir des KPI, donc des indicateurs de performance, et selon les résultats, établir une rémunération. Je dirais que c'est un peu comme des commerciaux finalement. Vous avez un fixe parce que l'influenceur en fait va faire la promotion quand même de votre, euh, de votre établissement ou de votre destination. Donc il y a une partie, il y a un travail qui est fait, il a pris le temps de se déplacer. Parfois il se déplace pas, mais enfin c'est mieux de les faire se déplacer sur votre secteur d'activité en l'occurrence. Donc il y a une base fixe et ensuite effectivement indiquer que vous voulez atteindre, j'en sais rien, X clics, X% de gens de tel âge à tel âge, par exemple. Alors là, c'est un peu ambitieux, mais vous pouvez mettre des indicateurs et effectivement, en fonction de l'atteinte de ces indicateurs, vous allez rajouter un peu d'argent supplémentaire dans la rémunération de l'influenceur. Voilà. Mais effectivement, c'est une très bonne base. Manon qui dit personnellement, on laisse pas le choix concernant les contrats. Ouais, en fait, pour rebondir sur ce que disait Nadège, et quand on demande aux gens s'ils sont habitués à faire des contrats ou pas, s'ils disent non, bah c'est pas grave. C'est pas parce qu'on n'est pas habitué qu'on peut pas découvrir pour la première fois un contrat. Après, je sais qu'il y a certains influenceurs, et notamment dans les micro-influenceurs, justement les petits, qui ont le sentiment non pas de trahir leur communauté, mais quand ça commence à devenir un peu trop cadré, un peu trop commercial, effectivement, ils n'ont pas envie de s'engager dans des contrats et d'être pieds et poings liés parce qu'ils peuvent avoir un doute aussi sur la qualité de votre prestation. Hein, parce que faut pas se mentir, hein, les influenceurs, ils sont démarchés quand même régulièrement par tout un tas de gens. Donc, il y en a, ils n'ont pas envie de se casser la tête, ils prennent les produits offerts, les services offerts et basta, ils n'ont pas besoin d'un contrat. Et parce que en même temps, ils le font pas dans une démarche professionnelle, parce qu'à la base, je pense que c'est des gens aussi qui sont sincères, qui se sont lancés. J'ai une amie qui faisait justement des relations presse avec moi à Paris, et elle a lancé un blog food autour des restaurants à Paris, et maintenant elle est devenue photographe culinaire. Et elle est micro-influenceuse techniquement, et elle fait maintenant des collaborations commerciales. Mais au début, elle faisait des publications avec des produits offerts, et elle se lançait pas dans des grands contrats. En fait, elle prenait ce qui venait et elle le faisait parce que se disait, oui, ben, ok, je suis photographe commercial, on m'offre une boîte de fromage frais pour faire une recette, bah, ça va m'être utile, je la prends, je parlerai de la marque et je veux pas dire de la marque que c'était sensationnel par rapport à tel autre fromage frais, évidemment, mais je vais juste mentionner j'en sais rien, la boîte de Kiri ou la boîte de Philadelphia dans ma publication en disant, bah voilà, si vous voulez la recette, je vous mets la recette et j'ai mentionné la marque. Donc effectivement, on peut pas avoir le même niveau d'attente si l'influenceur, en fonction du type d'influenceur, effectivement, quand ils sont petits, ils ont plutôt tendance à vouloir faire des choses un peu à leur sauce, un peu en mode artisanal, évidemment. Voilà, ça dépend. C'est pas le cas de tout le monde, mais je pense que c'est intéressant. Et après, le contrat, il est pas obligé de faire 120 pages non plus. Enfin, vous pouvez mettre un cadre en disant, bah voilà, on t'offre cette prestation-là. Ce serait cool que tu fasses, enfin, il faut que tu fasses une publication potentiellement avant telle date. Et vous êtes pas non plus, vous n'êtes pas obligé d'être figé sur la date. Voilà, mais vous pouvez dire avant telle date parce que j'ai un enjeu pour telle date.
vous mettez un lien traqué s'il y a un lien de réservation, vous dites utilise ce lien, et voilà, et ensuite vous mettez quelques objectifs dedans, les clauses du contrat, et voilà, et j'en sais rien, et à la fin du contrat, c'est évidemment, si le contrat n'est pas respecté, l'influenceur s'engage à rembourser l'intégralité du séjour auquel il a participé, par exemple, à hauteur de X euros. Voilà, ça c'est important de le mentionner. Et du coup, c'est important dans le contrat de mettre la la valeur du produit ou du service que vous offrez, évidemment, même s'il ne le paye pas. Mais après, les questions de contrat, c'est un vrai sujet. Je vais vous trouver un modèle qui soit quali, évidemment, que je vous mettrai dans la ressourcerie en ligne. Et si vous n'arrivez pas à y accéder, parce qu'on avait un petit souci pour accéder à cette ressourcerie en début d'après-midi, moi, après, ça a fonctionné. Mais potentiellement, vous pourrez nous envoyer un petit mail sur le site des Folies Web. Vous avez un onglet pour nous contacter, vous dire, bah voilà, j'ai assisté au webinaire sur l'influence, et on pourra vous renvoyer le bon document avec le bon lien. Voilà. Merci Bah, beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin de cet atelier. Merci à vous pour votre participation très riche. Je vais juste rappeler qu'on a donc d'autres ateliers qui arrivent sur le sujet. Alors avec les Folies Web, on continuera avec grand plaisir ce partenariat, cette collaboration. En attendant, le prochain atelier, c'est le 12 décembre avec Google. J'en parlais au tout début avec Google Atelier Numérique sur comment rendre plus performants ces contenus sur les réseaux. Justement, on est dans un monde assez proche de celui-ci. D'ailleurs, je vous remets dans le fil de discussion, le lien vers le site pro du CRT, où vous pourrez voir le replay de cet atelier. Et c'est là aussi où vous avez le programme de l'ensemble des ateliers de formation et vous pouvez vous inscrire donc en ligne. Je rappelle, ils sont bien sûr tous gratuits. Merci beaucoup. Merci Guillaume. bah, merci Frédéric pour l'invitation. C'était un plaisir de faire cette première avec vous. Voilà, sur un sujet qu'on traite pas. Voilà, on l'a traité pour la première fois hier en webinaire, mais sous un autre format plutôt à destination des commerçants. Donc là, je suis ravi d'avoir pu parler à des gens du secteur du tourisme. Et puis, bah, n'hésitez pas, je vous ai mis mon lien LinkedIn tout à l'heure au début, si vous voulez m'envoyer des liens vers vos sites. Voilà, je passe quelques parties de mes vacances à Argelès-sur-Mer chez ma belle-mère, mais je peux aussi passer vous voir si vous voulez. Donc, n'hésitez pas, je suis enclin à venir vous voir. Je suis pas influenceur, mais en tout cas, si c'est chouette, je parlerai de vous. Vous l'avez compris, si vous souhaitez plus de ressources et sur ce sujet, mais aussi sur d'autres, moi, je vous invite à jeter un œil sur le site des Folies Web. Vous pouvez aussi vous inscrire à des formations et approfondir plein de sujets. Merci à vous. Merci à tous. À très Au bientôt. revoir.